Le titre de cette conférence, il interpelle, nude, pornographie, consentement et si on parlait d'amour. C'est un titre volontairement provocateur car en fait il touche à des réalités bien présentes dans le quotidien des jeunes mais aussi, disons-le, dans celui des adultes et des parents. Et pour dire quelques mots en ouverture de cette conférence, je laisse la parole à nouveau à Emmanuelle Aubrin, la première adjointe à la ville en charge de la famille. Merci Stéphane, rebonjour, merci de votre présence. Bonjour à ceux qui n'ont pas participé aux précédentes tables rondes. Donc on est très heureux effectivement de vous accueillir pour cette dernière table ronde de cette édition Forum de la famille 2025. C'est vrai, on a mis un peu les pieds dans le plat. On s'est dit qu'il fallait de temps en temps appeler un chat, et surtout on s'est rendu compte que de plus en plus dans les rencontres que nous avions avec les familles sur la maison de la famille, les différents dispositifs qui existent sur la ville, il y avait quand même une vraie préoccupation et comme une inquiétude ou en tout cas une certaine anxiété face à la montée de messages en direction de tous, mais particulièrement de nos ados et surtout de l'impact que ça pourrait avoir et que ça peut avoir sur nos adolescents, sur tout le monde, mais là aujourd'hui particulièrement, nous allons parler des adolescents. Donc effectivement, là, on est sur des questions d'image de soi, de relations, de communication, d'information, etc. Et il nous a semblé important de pouvoir très simplement, de façon assez directe, c'est toujours difficile d'aborder ces sujets-là en restant délicat parce qu'on aborde le thème de l'intimité et que par principe, l'intimité justement, c'est ce qui nous est intérieur, ce qui nous appartient en propre et qu'on n'est pas obligé, en tout cas qu'on ne doit pas être forcé de dévoiler ou de déballer entre guillemets sur la place publique, que ce soit des affaires autour du corps ou autour même de nos émotions, de nos sentiments, etc. Et nos invités vont développer tout ça sous la houlette de Stéphane. Merci beaucoup Stéphane de toujours animer ces tables rondes. Merci à nos intervenants qui sont là. Alors c'est formidable parce qu'on a en même temps des aspects théoriques, mais aussi des aspects extrêmement pratiques et puis des témoignages. Et ça c'est formidable parce que vraiment on est dans la réalité, on n'est pas uniquement sur des idées, des a priori, etc. Vraiment l'idée c'est d'être dans le concret. Voilà, donc bonne table ronde, on vous écoute avec attention. Merci beaucoup Emmanuelle Aubrin, s'il vous plaît. En rebond justement à ce que disait Emmanuel à l'instant, la sexualité n'est plus seulement une affaire privée, elle est exposée, mise en scène, parfois déformée par les images, par les écrans, par les réseaux sociaux. Les nudes circulent, la pornographie est accessible en un clic, même si la législation a pu récemment réduire l'accès à certains sites. Et puis la performance semble avoir remplacé l'émotion et la tendresse. Dans un premier temps de cette table ronde, on va aborder l'addiction à la pornographie, notamment via Internet, qui devient une véritable question de santé publique. Quelques chiffres pour illustrer cela. En France, l'âge moyen du premier visionnage de films pornographiques est aujourd'hui autour de 11 ans. Plus de 90% des garçons et près de 70% des filles de 15 à 17 ans déclarent avoir déjà vu de la pornographie en ligne. Et enfin, selon une étude récente, ce sont environ 8% des jeunes adultes qui présentent des signes d'usage problématique avec des conséquences sur la concentration, la vie affective et la construction même de la relation à l'autre. Tiens, on va poser une question tout de suite. Qui a déjà été, de manière volontaire ou involontaire, exposé à la pornographie ? Voilà. Donc, nous sommes tous concernés par ce sujet-là. Donc ça, ce sont des sujets que nous allons aborder avec Louis Vianney-Comins et Marie Lito, qui sont avec nous aujourd'hui. Merci tous les deux d'être avec nous. Vous représentez l'association We Are Lovers, que vous allez nous présenter dans quelques instants. Dans un deuxième temps, on va aborder avec Karine Trio, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir également, conseillère conjugale et familiale, spécialiste des questions d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle auprès des enfants et des adolescents. Karine, bonsoir et merci d'être avec nous. Donc avec vous, on évoquera la façon dont on peut aujourd'hui parler de la sexualité avec nos enfants, avec nos adolescents. Quels sont les mots, les attitudes que l'on peut avoir pour ouvrir le dialogue simplement sur ces sujets-là avec justesse. Et puis enfin, Bliss également, qui est à nouveau avec nous et elle interviendra pour apporter son regard aussi sur le sujet. Voilà,
Vous avez maintenant la table ronde clairement dressée, vous en avez les sujets. Je vous le disais déjà sur la précédente conférence, cette conférence, elle est à vous. Donc n'hésitez pas à prendre la parole, à poser des questions, à apporter des témoignages. Cela enrichira bien évidemment les échanges. On commence tout de suite par la présentation de l'association We Are Lovers. Avec vous, Marie, quelle est cette association? Depuis quand existe-t-elle et quels en sont les objectifs? Alors bonjour à tous, donc je m'appelle Marie, j'ai 29 ans. Moi c'est ma première, j'ai intégré l'asso il y a un mois tout juste. Donc voilà, c'est pour ça, je suis un petit peu stressée, ça va bien se passer. On a fait des exercices respiratoires sur la précédente session, si vous voulez on peut les faire maintenant. Mais ça devrait aller. Donc pour vous parler un petit peu de l'association We Are Lovers, ça a été créé en 2018 par 3 garçons, 3 amis, dont certains étaient touchés par ce phénomène d'addiction à la pornographie. Et le but, en fait, c'était que les amis se soutiennent entre eux et de s'en sortir, de pouvoir en parler librement et de trouver des solutions face à ce sujet qui touche, en fait, malheureusement pas que les hommes, aussi les femmes. Donc voilà, depuis 2018. Donc ce premier garçon se dit que donc il est dans la souffrance, que c'est difficile d'arrêter, et tous les 3 ont l'idée de créer une association pour en parler librement, pour faire de la prévention et pour sensibiliser sur ce problème qui est très fréquent et dont on ne discute pas assez, ni en famille ni à l'école, malheureusement. Aujourd'hui, il y a de nombreux bénévoles qui font partie de cette association. Oui, exactement. On est une 50aine dans toute la France. 70, pardon. Donc il y en a de plus en plus, c'est très bon signe, autant hommes que femmes. Et on a des antennes un petit peu partout en France, la grosse partie étant à Paris. Mais voilà, on a des antennes pour faire de la prévention et intervenir vraiment dans le plus possible de villes. Donc voilà, le but c'est vraiment de faire de la prévention, sensibiliser et en parler librement pour que tout le monde se sente concerné et pour aider les jeunes et les adultes aussi à s'en sortir. Alors, on va commencer à regarder ce qu'est cette industrie de la pornographie, parce qu'elle rayonne partout. On trouve ça, on disait il y a quelques instants, finalement tout le monde a déjà été plus ou moins exposé à cela. Comment ça fonctionne? On parle de galaxie de la pornographie, je crois que vous avez un support, Louis Vianney, je sais. Et voilà. Voilà, très bien. Alors, l'état des lieux de la pornographie. Donc je rappelle la définition de la pornographie, c'est la présentation brutale et directe d'images ou de manifestations d'ordre sexuel destinées à générer une excitation auprès du public. Donc ça, au moins on est dans le concret. L'intention de la pornographie, donc, c'est de susciter un désir et des pulsions à travers les images envers le spectateur pour le pousser, but numéro 1, à la masturbation directement et ensuite à y revenir. Et c'est là tout le problème avec ce sujet-là. Ensuite, l'état des lieux aujourd'hui. Alors, dans les chiffres que j'aime bien donner, c'est qu'en 2025, l'âge moyen d'exposition à des premières images pornographiques, il est de 10 ans. Donc 10 ans, c'est très très jeune. Et avant 18 ans, il y a environ 93% des garçons qui ont été exposés à des images pornographiques, volontairement ou involontairement d'ailleurs. Vous avez vu qu'en 5 minutes, ça a augmenté, hein. Moi, j'ai donné 11 ans et 90. Là, on est à 10 et 4. Mais c'est pas de querelle de chiffres. C'est des chiffres de l'Arcom qui datent de mai 2023. Donc voilà. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'il y a un garçon sur 2 et une fille sur 3 qui déclarent que la pornographie, c'est une image réaliste de la sexualité. Et c'est là que ça devient vraiment un problème. Donc voilà. Au niveau de l'industrie, donc il y a des géants comme Pornhub qui détiennent beaucoup de vidéos, d'images extrêmement dégradantes et violentes. Mais malheureusement, il y a des problèmes encore plus actuels avec des plateformes dont vous avez peut-être entendu parler, comme OnlyFans ou Mime, qui sont en fait de la prostitution digitale carrément, où les gens payent pour avoir accès à des images de jeunes femmes, de prestations sexuelles. Et ça, ce sont les nouvelles plateformes de consommation de pornographie qui sont basées sur les business models pareils que Pornhub, dans le but de rendre les gens addicts, de payer en plus pour un service. Donc là, on n'est plus sur un service gratuit et d'être addict, tout simplement. Dans les chiffres, on peut parler aussi de l'industrie pornographique, combien elle rapporte. L'industrie porno, c'est 97 milliards de dollars
en 2023. Donc ça commence à faire un petit chiffre quand même. Et sur les smartphones, une recherche sur 5 dans le monde entier est associée à de la pornographie. Il y a plus de sites, il y a plus de trafic sur les sites pornographiques que sur Netflix, Amazon et Twitter réunis. Donc ça commence à faire du monde. Et chaque minute, c'est 1 million de personnes qui regardent de la pornographie pendant que nous parlons. Ensuite, le plaisir de la pornographie, il est aussi associé à l'ultra-violence qui est générée dans les films et dans les images qui sont marquées. Bien évidemment, ce sont des films, donc avec des scènes de cinéma, rien n'est vrai. Les orgasmes sont simulés, tout est faux. Le problème, c'est que le scénario autour de la pornographie, il va être généralement un scénario de couple, si ce n'est plus. Et tous les gens qui vont regarder de la pornographie, moi y compris parce que j'en ai consommé pendant assez longtemps, on peut se rendre compte que ça a un impact vraiment réel au quotidien sur l'affectif, le sexuel et même le rapport à soi, l'image, en se comparant avec les actrices, en se disant je suis pas assez jolie, je suis pas assez grande, je ne suis pas assez épilée et je ne pourrai jamais plaire à mon partenaire. Bien évidemment, le réalisateur aussi d'un film pornographique, il a fait ses choix sans que l'avis des acteurs soit consulté. Donc ça pose aussi des problèmes de consentement dans l'industrie de la pornographie. L'important, et ce qui rend très addict, c'est que plus c'est violent, plus les gens vont être excités et plus ils vont y revenir facilement. On parle aussi pas assez, je trouve, de toute la violence qu'il y a envers les acteurs et les actrices, notamment, qui doivent parfois, en plein milieu d'un tournage pornographique, doivent s'arrêter à cause de la douleur, à cause de ce qu'on leur demande de faire comme pratique, des pratiques qui ne sont pas consenties. Et voilà, donc ça peut arriver qu'il y ait des interventions médicales pendant des tournages pornographiques. Donc on voit vraiment que ça peut aller très loin. Voilà, ça c'est la face cachée qu'il est évidemment nécessaire aussi de mettre en avant. On le voit, impact donc sur les comédiens, impact forcément aussi sur celles et ceux qui regardent, vous le disiez, sur le ressenti, les modifications de son corps, etc. Je ne reparle pas des chiffres, ils sont absolument terribles. Moi, la question que j'ai envie de vous poser maintenant, et à Marie et à vous, Louis Vianney, c'est à partir de quel moment on considère que l'on devient addict, que l'on est tombé dans l'addiction à la pornographie. On a bien compris qu'il y avait d'un côté l'envie de ces plateformes de faire du pognon. Je vais employer un mot vulgaire parce que je trouve qu'on est aussi sur des sujets comme ça. Donc de faire de l'argent, donc ça veut dire qu'automatiquement il faut continuer à consommer. Mais pour nous individuellement, pour l'individu qui regarde ça, à partir de quel moment on dit je suis addict ? Alors bonjour à tous, donc moi je suis Louis Vianney, j'ai 30 ans, je suis dans l'association depuis maintenant 1 an et demi, 1 an. Alors c'est très intéressant comme question. Alors ce qui est assez paradoxal, c'est qu'aujourd'hui le porno et la consommation du porno, il n'y a pas encore la notion d'addiction, enfin c'est pas encore reconnu. Quelqu'un qui va consommer du porno de façon très régulière, c'est pas encore reconnu comme une addiction. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'addiction, il y a tout un tas de critères pour se dire, voilà, on a addict. Il y a la consommation compulsive, il y a le fait d'avoir le comportement qui change quand on n'a plus accès à ce qu'on veut, il y a le fait de ne pas être capable de s'en séparer. Voilà, il y a tout plein de choses. Et donc aujourd'hui, c'est pas encore considéré comme une addiction, et donc ça peut pas être traité, on va dire, comme ça pourrait être, comme c'est le cas de la drogue ou de ces choses-là. Mais en revanche, tout porte à penser, il y a de plus en plus d'études qui montrent que les jeunes, enfin toutes les personnes qui peuvent consommer, à force de consommer du porno, vont rentrer dans un mécanisme de désir de toujours plus en consommer. Et pour revenir d'ailleurs sur l'industrie, en général, parmi les choses qui font qu'on peut devenir addict au porno, enfin commencer à consommer de façon compulsive, c'est le phénomène du fait qu'on regarde du porno de façon de plus en plus trash. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à savoir et il faut vraiment en être conscient. La plupart d'entre nous, je pense, qui avons consommé du porno, on a vécu ça, c'est-à-dire qu'au début, on commence par regarder des choses qui
qui sont plutôt soft. Et petit à petit, en fait, notre cerveau, il va vouloir avoir accès à des images de plus en plus trash et de plus en plus fortes, parce que le cerveau, lui, il va être alimenté. Donc là, on va vous montrer une vidéo justement qui va expliquer ça. Il y a un phénomène qui s'appelle, un stimulus qui s'appelle la dopamine, qui est en fait la molécule qu'on génère, que notre cerveau nous génère quand on ressent du bonheur ou du plaisir. Et donc, ce phénomène-là de dopamine va en fait venir... Quand on va regarder une image de porno ou n'importe quoi, eh ben, on va avoir un plaisir qui va se générer en nous. Et à force de vouloir, une fois que le cerveau se rappellera qu'il a aimé ça, il va vouloir revivre ça. Mais vu qu'il l'a déjà vécu, avec un phénomène de fait qu'il va s'accommoder à ça, eh ben, il va être moins satisfait la fois d'après. Et donc petit à petit, il va vouloir en fait toujours plus et toujours plus régulièrement ou toujours de façon toujours plus trash, voir des vidéos et voir des vidéos. Et donc, pour moi, pour répondre à la question, en fait, on devient addict quand tous ces petits mécanismes de j'ai de plus en plus envie de regarder, je commence à y penser régulièrement, je commence à me dire en fait mon comportement change parce qu'en fait j'ai pas eu accès à mon porno du jour par exemple. Et ben toutes ces petites questions, ça doit être des signaux d'alerte de se dire en fait attention, là il y a peut-être une bascule qui est faite. En revanche, on aime beaucoup, là on insiste beaucoup sur We Are Lovers, et c'est pour ça que on parle pas forcément d'addiction en pur, parce qu'en fait 90% des personnes qui vont consommer du porno ne sont pas addicts, mais plutôt dépendants. Et il y a une différence qu'on fait entre les deux. Parce que dépendant, il y a une possibilité, on va dire, de corriger la chose et de changer. Parce qu'on a cette chance d'être humain et d'avoir un cerveau qui est plastique. Et donc, il est capable, dans un sens, il va se transformer, il va vouloir peut-être consommer du porno, mais il va pouvoir aussi se reconstruire dans l'autre sens et s'en éloigner. Et c'est pour ça que, pour revenir sur l'industrie du porno, qui est vraiment quelque chose de très dangereux à mon sens, c'est qu'en fait, l'industrie a très bien compris que leur public favoris en quelque sorte sont les jeunes, sont les ados, sont vos ados. Parce que en fait, vu qu'ils ont compris tout ce système-là, même l'un des fondateurs de Pornhub l'a très bien expliqué dans une interview, qu'en fait, ils fonctionnent à fond sur ce système de dépendance. Et donc, un jeune, lui, son cerveau, il va se former à ce moment-là. Donc, s'il n'est pas capable et à cet âge-là, ils ne sont pas forcément capables encore de contrôler leurs pulsions, leurs émotions et ce qu'ils ressentent. Et donc, forcément, s'ils vont voir des images aussi fortes, ils vont finir par tomber dans cette dépendance. Et ça, l'industrie du porno l'a très bien compris et joue à fond là-dessus. Voilà, et ce que vous expliquez là sur le développement du cerveau et des émotions, c'était le sujet de la conférence précédente. Donc là, pour le coup, vous voyez, tout est très cohérent et très clair. On va regarder le circuit de la dopamine, voir donc ce fameux circuit de la récompense, voir comment ça fonctionne. Et puis ensuite, on verra quelles sont les conséquences d'une consommation compulsive de pornographie. Quelques années, des scientifiques américains comme Robert Weiss démontrent que la pornographie a un fort potentiel addictif et qu'elle dérègle notre système de récompense. Pourquoi ? Parce que le visionnage de la pornographie entraîne la libération d'une puissante molécule, la dopamine. Alors, l'action se passe dans notre cerveau primitif. C'est la zone du cerveau qui commande les instincts primitifs liés à notre survie. Donc boire, manger, dormir, se reproduire. Il y a dans le cerveau un réseau de plusieurs milliards de neurones. Et pour communiquer entre eux, ces neurones, qu'est-ce qu'ils font ? Ils utilisent des messagers chimiques. On appelle ça les neurotransmetteurs. Et la dopamine, c'est justement un de ces neurotransmetteurs. Elle est libérée par le cerveau primitif chaque fois qu'on fait quelque chose de bon pour notre vie. Donc boire, manger, dormir, se reproduire ou encore les actions associées aux loisirs, aux relations ou au repos. Et lorsque la dopamine est libérée, elle déclenche une sensation de plaisir dont se souvient le cerveau. Il associe alors l'action effectuée à quelque chose de positif. Il faudra recommencer, activant ainsi le fameux système de récompense. La dopamine influence donc directement notre comportement. Mais alors, dans la vraie vie, comment ça se passe ? C'est très simple. Voici par exemple Julien, qui aime beaucoup le chocolat. À chaque fois qu'il en mange, il ressent du plaisir. Et ça, il s'en souvient très bien. Qu'est-ce qui se passe exactement dans son cerveau au moment où il a envie de chocolat ? Le cerveau va chercher dans sa mémoire si le chocolat est associé à un bon souvenir. Et comme c'est le cas, il libère de la dopamine pour le pousser à l'action. Julien va donc vers le placard où est rangée la fameuse tablette. De plus en plus de dopamine est libérée dans son cerveau jusqu'à ce qu'il prenne le chocolat et mette un carré fondant dans sa bouche. Mission accomplie de la dopamine. Elle a poussé Julien à effectuer une action bonne pour sa vie, manger. Et manger quelque chose
de délicieux. Mais c'est pas tout. Le cerveau a mémorisé que cette action était bonne pour lui et l'invitera à la reproduire. C'est ce qu'on appelle l'effet renforçant. À chaque fois que l'opportunité de manger du chocolat sera en vue, le cerveau sécrétera de la dopamine et lui glissera à l'oreille. Allez, vas-y! Allez, c'est pour toi le chocolat! Va, gamin! Allez, va! Tu mets les cannes! Tu mets les cannes! Et si c'est vrai pour Julien et le chocolat, c'est aussi vrai pour Léa et les fraises tagada, Hugo et les chamallows, Geneviève et les... hommes ou femmes, c'est le même fonctionnement. Mais revenons au porno. C'est exactement le même mécanisme que le chocolat, mais en beaucoup plus puissant. Le sexe, c'est une des plus grandes sources de plaisir et ce qui génère le plus de dopamine dans le corps humain. Le problème avec la pornographie, c'est que la quantité de dopamine sécrétée est extrêmement élevée. Quand on pense à du porno ou qu'on en visionne, notre cerveau libère des doses de dopamine bien supérieures à la norme. Et le problème ici, c'est de soumettre le corps humain et de l'habituer à des doses de dopamine aussi élevées, aussi souvent. Des scientifiques ont prouvé que les quantités de dopamine sont telles que la pornographie a un effet similaire à une drogue dure sur le cerveau. Pourquoi ? Parce qu'à la différence d'une relation sexuelle réelle, les contenus porno en ligne sont quasiment infinis et en existe pour tous les goûts, disponibles à chaque heure du jour et de la nuit. La pornographie en ligne permet de vivre des expériences sexuelles d'une intensité anormalement élevée, aussi souvent que souhaité, aussi longtemps qu'on le désire. Et c'est pas tout, parce que le cerveau associe le plaisir ressenti par la consommation de pornographie à la satisfaction de l'instinct de reproduction. Et va donc nous pousser à vivre, revivre encore ce plaisir. C'est normal, c'est l'effet renforçant, comme dans l'exemple du chocolat. Mais dans le cas du porno, l'effet renforçant est anormalement puissant. Si dans la journée, au lycée, à la fac ou au bureau, on pense à du porno, on reçoit une décharge de dopamine démesurément puissante pour nous pousser à en visionner. On peut même en être dégoûté et quand même aller en regarder parce qu'on en a envie. C'est irrésistible. Car ces pics de dopamine sont réellement addictifs. Plus on regarde du porno, plus notre cerveau s'habitue à cette dose régulière de plaisir et plus il en demande. Et le problème, c'est que notre organisme va s'épuiser par tant de stimulation de dopamine. Il va donc mettre en place un système de barrière pour réduire les effets de la dopamine et y être moins sensible. C'est l'accoutumance. Mais c'est le paradoxe, parce que le cerveau continuera en même temps de réclamer davantage de dopamine. Allez, mon champion! Qui c'est qui va l'avoir? Pour ressentir la même dose de plaisir devant des contenus pornographiques, tout en y étant moins sensible. Y a pas mieux en stock? La dernière fois, c'était plus... non? Je sais pas. Alors, pour avoir la même quantité de dopamine, il faudra augmenter la variété et l'intensité des contenus regardés en s'aventurant vers des formes plus originales, voire plus violentes de pornographie. Et c'est ce que des scientifiques appellent l'effet Coolidge. Et là, on a comme un léger problème. On risque de ne plus pouvoir se passer de ces pics de dopamine, de cette dose régulière de plaisir. Et ça, c'est le mécanisme exact d'une addiction. Oh oui. Une menace a été détectée. Bon, jusqu'ici, Julien et Léa, ils aimaient le chocolat et les fraises tagada. Mais imaginons pour l'exercice comme ça, hypothèse, qu'ils consomment aussi de la pornographie. À mesure que leur cerveau devient moins réceptif à la dopamine, il trouvera les simples plaisirs de la vie de plus en plus insignifiants et fades. Voir des amis, manger un bon repas, faire la fête ou même avoir une relation sexuelle, tout ça ne leur procurera jamais autant de plaisir que la pornographie. À moins qu'ils n'arrêtent de regarder du porno. Enfin, s'ils y arrivent. Voilà donc pour cette vidéo sur le circuit de la récompense, la dopamine. Donc on a vu qu'il y a cette progression qui mène jusqu'à l'accoutumance et pour le coup, même si vous le disiez Louis Vianney tout à l'heure, ce n'est pas reconnu aujourd'hui comme une addiction. Ah, on a un invité surprise, il n'était pas connu celui-là. On va maintenant regarder ce que peuvent être les conséquences de cette consommation compulsive de la pornographie, parce qu'on n'emploiera donc plus le terme d'addiction, mais de consommation compulsive. Qu'est-ce que ça impacte sur celui qui en consomme de trop, Louis Vianney ?
Alors, au niveau des impacts, il y a 3 grandes catégories d'impacts à noter. La première, c'est les conséquences personnelles, donc sur soi, sur sa vie, sur ce qu'on vit. Donc déjà, comme on l'a montré, vu que la dopamine affecte le cerveau, les vidéos qu'on regarde affectent le cerveau, la première chose, c'est que ça vient changer le cerveau. Et le fait d'avoir ces pics sur le cortex préfrontal, ces pics de dopamine sur le cortex préfrontal très régulièrement, et ben en fait, vu que c'est une partie du cerveau qui va affecter nos pulsions et nos décisions, et ben quand un jeune il va vivre ça, et ben il sera pas capable de prendre les bonnes décisions en temps voulu, parce que justement il aura cette espèce de pic dans le cerveau qui feront que ses pulsions seront il n'arrivera pas à les canaliser, tout simplement. La deuxième chose, ça c'est beaucoup de Waller témoignent de ça, c'est la question de la perte de sommeil. C'est-à-dire que le cerveau, il va vouloir de plus en plus régulièrement regarder des films porno. Il va vouloir consommer pour avoir ce pic de dopamine toujours. Et donc, il est possible que ça soit au milieu de la nuit. Ça peut être à n'importe quel moment de la journée que ces désirs de consommer va arriver. Et donc, on a beaucoup de personnes qui avons vécu ça, où on a eu notre sommeil qui a été très affecté parce que en plein milieu de la nuit, on a des désirs, des stimulus de dopamine, et donc on va aller consommer du porno. On parle du coup d'hyperstimulus à cause du porno. Comme vous avez vu, en fait, le porno, en fait, c'est tous les plaisirs. En fait, quand on parle des plaisirs, quand on a des petits plaisirs du chocolat, c'est un plaisir qui est à peu près normal, qu'on arrive à contrôler. Sauf que le porno est quelque chose de beaucoup plus puissant, parce que c'est lié au sexe, et que le sexe, c'est quelque chose du corps qui est très puissant. La troisième chose, qui est, je pense, un des grands drames aussi de notre génération, c'est la colonisation de l'imaginaire. Ça veut dire que le fantasme sexuel va être terriblement affecté par les images de porno. Mais le problème, c'est que le porno, ce qu'on voit dans les images, ce que montrent les acteurs, ce que montrent les vidéos, elles sont toujours 90% du temps, elles sont très violentes, et elles ne sont pas liées à la réalité. Et donc, quand les jeunes vont vivre alors quand je dis ça, je généralise, mais il ne faut pas non plus croire que c'est le cas pour tous, hein. Je parle de façon générale, mais c'est pas le cas. Ils vont vouloir et quand ils vont vouloir reproduire du coup ce qu'ils vont voir. Et donc ils vont vivre ça, et ils vont vouloir reproduire ça, et ce sera pas la réalité, et ça pourrait créer des gros problèmes dans leur relationnel qu'on abordera après. Et aussi, pareil, ça va sexualiser notre cerveau. C'est-à-dire que quand on va voir, à force de voir du porno, notre cerveau va se rappeler ces images-là, et quand on sera dans notre vie sociale et on va voir des gens, on va aller voir des personnes, on va avoir des contacts humains, et notre cerveau aura tendance à partir et à avoir ces images-là, ce qui pourrait du coup affecter les relations sociales. Ouais. Et du coup, Marie va vous présenter les conséquences relationnelles. Donc j'ai un peu commencé à en parler, mais voilà. Donc alors sur le relationnel, il y a aussi des conséquences qui sont énormes. Pour l'homme, ça peut être l'éjaculation précoce, parce qu'on n'arrive plus à se retenir. Pour la femme, ça peut être à contrario le vaginisme, donc c'est-à-dire justement une contraction du vagin qui fait que ça rend impossible la pénétration. L'anorgasmie aussi, qui peut faire qu'on n'arrive plus à avoir d'orgasme du tout. Et puis l'anxiété de performance, qui reste quand même un gros problème dans les relations. C'est-à-dire qu'à force de regarder ce qui se passe dans un film, qui n'est pas la réalité, on se compare et on se demande, est-ce que je vais être à la hauteur pour mon ou ma partenaire ? Est-ce que je suis assez bien ? Et un petit peu de ce que je disais tout à l'heure. Il y a aussi un gros problème sur le consentement. C'est que on a tellement l'habitude de regarder, je dis mais à force de regarder des images très violentes et des vidéos très violentes, on peut se demander, en fait, sur quoi je suis d'accord, à quoi j'aurais dû dire non, et qu'est-ce qui est acceptable et moins acceptable dans une relation sexuelle. Et ensuite, ça engendre aussi l'imitation des pratiques pornographiques, dont on pourra parler tout à l'heure dans nos témoignages. C'est que on pense que le porno, c'est un tuto, alors que ça n'en est absolument pas un, et qu'il faut protéger justement sa vie sexuelle, parce que c'est un jardin secret. Alors, je voudrais qu'on passe la parole à Bliss un petit peu aussi. Est-ce que vous avez été confronté à la pornographie ? Est-ce que vous avez, à un moment, volontairement ou involontairement, été mis face à des images pornographiques ? Oui, je dirais comme presque tout le monde ici. Moi, quand j'ai vu pour la première fois, c'était pas volontairement. En tout cas, on me l'a montré. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais
Après, j'ai aussi vu un peu volontairement aussi. Mais C'était quoi la réaction la première fois où vous avez vu ces images? Vous aviez quel âge? Alors on a compris, hein, c'était involontaire. Je crois que c'est une amie à vous, hein, qui vous a présenté ces images. Oui, je me rappelle pas exactement quel âge j'avais, mais j'ai dû avoir 13 ans, quelque chose comme ça. Et je me rappelle pas de ma réaction. Et je pense que c'est un peu une mémoire qui est un peu cachée. Ce que je pense aussi, je sais qu'on était chez moi. C'était sur mon ordinateur. Je sais pas si c'était à moi ou à ma mère ou à qui. Et je sais qu'après, je l'ai un peu rangé. Je voulais pas non plus déranger ma copine qui me l'a montré. Donc, D'accord, après vous dites, vous avez regardé un peu plus volontairement, c'était quoi? C'est un aspect de curiosité au départ d'aller oui, chercher c'est ça. Moi, j'avais pas trop compris. Je pense que j'avais vu non plus. Je sais pas, c'était pas directement non plus que j'ai commencé à regarder avec la curiosité, mais moi, ça m'a jamais. Je me suis toujours sentie gênée par rapport à ça, de regarder des images. Donc moi, j'en ai beaucoup moins vu. Donc voilà. Alors Marie et Louis Vianney ont évoqué tout à l'heure la notion, non regardez le micro Bliss, cette notion d'imitation. Là vous avez employé le porno tuto. Bliss, quand on a échangé en préparation de cette table ronde, vous avez évoqué le comportement de certains garçons avec qui vous avez pu avoir des rapports et qui étaient influencés par la pornographie. Je voudrais juste qu'on le raconte, sans rentrer évidemment dans les détails, mais qu'on comprenne ce que ça peut avoir comme influence. Oui, donc j'ai eu plusieurs partenaires même qui ont clairement eu, pas forcément, je sais pas s'ils ont eu des problèmes avec ça, mais en tout cas, il y avait certains qui, par exemple, n'arrivaient pas à jouer sans que ce soit quelque chose de très spécifique ou qui attendaient à quelque chose de très spécifique de moi. Donc, dans mes premières expériences, quand même, qu'on me dise « Non, mais ça, c'est tout à fait normal. De réagir comme ça, c'est tout à fait normal. De crier, c'est tout à fait normal. Tu devrais. » Donc, c'est ce genre de... Après, pas tous, mais j'en ai quand même vu plusieurs. Alors, on est dans cette logique de reproduction, je vous vois acquiescer et faire une moue même, Louis Vianney. C'est dérangeant quand on entend ça, non? En fait, c'est assez drôle parce que oui, c'est en fait le tu devrais faire ça. Moi, ça me fait penser qu'avec mon ex-femme, c'était ça en fait. C'est que, alors je sais pas si c'est maintenant que. Oui, non, mais voilà, on est libre. Si vous pouvez effectivement raconter, témoigner de ce que vous avez vécu, puisque vous avez été un moment un consommateur compulsif. Ouais. Donc là, je vais vous livrer mon témoignage. Je vais essayer d'être un peu rapide. Donc déjà, je m'excuse s'il y a un peu d'émotion qui arrive parce que voilà, ma vie a été comme très affectée par ça. Donc voilà. Donc moi, aujourd'hui, je suis très heureux, tout va bien, ma vie est très équilibrée, j'ai une vie très épanouie, je fais du sport, j'ai des amis, j'ai un travail qui me plaît. Sauf qu'en fait, jusqu'à il y a encore un peu moins de 2 ans, je pensais que j'étais heureux et en fait pas du tout. J'étais malheureux parce qu'en fait, il y avait une petite bombe en moi qui remonte à mes 10 ans. Parce qu'en fait, quand j'avais 10 ans, j'étais dans un lycée, dans un collège de garçons. Et on allait faire des matchs de rugby régulièrement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le bus, les garçons avaient tous leur dernier smartphone. Moi, j'étais le petit de la classe, j'avais pas encore de smartphone. J'étais un peu largué là-dessus. Je connaissais rien à la sexualité. Et voilà, moi, le seul truc qui m'intéressait, c'était d'aller gagner mon match de rugby. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on rentrait du rugby, les garçons sortaient leur téléphone et on montrait des images. Mais moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. J'étais confronté à ça. En fait, je ne m'étais pas rendu compte, mais c'était la première fois que j'étais confronté à une image de porno. Dans la même année, j'avais un garçon dans ma classe qui avait 2 ans de plus que moi à peu près. Et en fait, il avait redoublé 2 fois et on allait régulièrement à la piscine. Et vu qu'il n'y avait pas assez de place dans les vestiaires, on se mettait 2 par vestiaire. Et en fait, il m'a proposé de faire des défis. Et là, pareil, moi qui étais très naïf et qui ne connaissais pas grand-chose, je me suis laissé un peu embarquer là-dessus. Si je vous dis ça, si je vous dis ces 2 choses, c'est parce qu'à l'époque, quand j'avais 10 ans, je savais pas exactement ce qui se passait. Je savais qu'il y avait quelque chose de bizarre quand je voyais ça, mais je savais pas pourquoi et j'osais pas en parler. Et j'en ai parlé à personne pendant 3 ans. Et donc pendant 3 ans, ces images-là, pour l'anecdote, moi justement, la première image que j'ai vue, je m'en souviens comme si c'était hier. Elle est restée dans mon cerveau et je pense qu'elle ne partira jamais. Et donc, je n'osais pas en parler. Et donc, j'ai gardé ça pour moi pendant 2-3 ans. Et finalement, c'est en 3e, là, j'ai décidé... Enfin, j'ai posé l'acte libre pour la première fois de aller voir moi-même du porno. Alors, évidemment, le mécanisme, il est très bien rodé en quelque sorte. On commence pas directement par aller voir du porno. En fait, on commence d'abord
un peu en se mentant, parce que moi j'appelle ça un peu, le porno, j'appelle ça le menteur permanent, c'est-à-dire qu'il nous promet des choses, il nous promet des images, il nous promet toujours monts et merveilles, et finalement on est déçu. Et donc moi j'ai commencé avec des revues assez soft, c'est pour ça que j'ai envie de dire, faites attention à ce que vous montrez, même aujourd'hui c'est plutôt les revues, moi j'appelle ça les catalogues La Redoute, mais à l'époque c'était, maintenant c'est plutôt Netflix, c'est plutôt Prime Video. Il y a quand même des scènes qui existent. Hein ? Oui, exactement. Et Instagram, absolument. Et du coup, voilà, toutes ces choses-là, il y a des petites images sexualisées qui apparaissent, même dans le métro, partout. La société est hyper sexualisée. Et donc, ça crée de la curiosité, en fait, chez les jeunes. Ils se disent, si on leur explique pas exactement que c'est pas forcément la réalité, que voilà, ce qu'ils voient, c'est quelque chose d'inhabituel, c'est pas quelque chose de classique, c'est pas comme manger du chocolat, et ben, ça va créer de la curiosité en eux. Et donc, moi, j'ai commencé à faire ça, et petit à petit, évidemment, dans un mécanisme un peu de curiosité lié à la masturbation, forcément, j'ai fini par consommer du porno. Et en fait, ce que me procurait le porno à l'instant T, c'est tellement puissant et tellement fort, et vu que j'en avais jamais parlé à qui que ce soit, je ne savais pas comment contrôler ça. Et donc petit à petit, sans m'en rendre compte, je suis rentré dans un mécanisme d'addiction. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je pouvais tomber 3, 4, 5 fois dans la journée. Et à chaque fois, je me disais, non, mais de toute façon, je ne recommencerai pas. Et en fait, si, on recommence. Et donc il s'est passé ça. Et finalement, la première fois que j'ai accepté d'en parler et que j'ai désiré en parler, parce qu'en fait, ça me faisait souffrir, c'était en première. J'en ai parlé à mon meilleur ami. Et en fait, là-dessus, c'est très important d'en parler. Et donc moi, le fait d'en parler, ça m'a aidé à commencer à aborder le sujet, à comprendre que c'était pas bon et que j'étais pas non plus un monstre, parce que moi, je perdais beaucoup d'estime de moi, j'arrivais plus à me regarder dans une glace. Je me disais, mais en fait, ce que tu fais, c'est dégoûtant. En plus, évidemment, mon cerveau commençait à se sexualiser au fur et à mesure. Donc quand j'avais des relations avec des femmes, enfin quand je les voyais, je pouvais pas m'empêcher d'avoir des images qui apparaissaient, ou même de me les imaginer. Ce qui faisait que je perdais beaucoup d'estime de moi, parce que j'étais là, en fait, t'es vraiment un dégoûtant. Finalement, quand je suis arrivé après mes classes préparatoires, j'ai rencontré donc ma femme, celle qui allait devenir ma femme à l'époque. Et donc sur le moment, je me suis dit, tu vas l'épouser, donc essaye de prendre les choses en main. Donc je me suis un peu menti et j'ai fait un peu, au début ça a été un peu un premier acte de dire maintenant je vais m'en sortir. Sauf qu'en fait quand c'est devenu un peu plus dur avec elle dans notre relation, en fait je suis retourné me réfugier dans le porno, parce que je pense que c'est aussi parce que quand on a envie des difficultés, le porno, lui, il nous satisfait tout de suite. C'est un peu la culture du tout de suite maintenant. Et ça, c'est un peu facile. Le problème, c'est que, une fois de plus, on se rend rarement compte des conséquences de nos actes à ce moment-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on s'est marié, moi j'avais fait le choix personnel d'attendre le mariage pour avoir une relation sexuelle, par respect pour elle et par conviction. Et en fait, quand on est arrivé dans notre mariage et qu'on s'est unis pour la première fois, donc on a eu une première relation sexuelle, pour moi ça a été une énorme claque. Pourquoi ? Parce qu'en fait j'avais des images en tête, j'avais une vision de la pornographie qui était complètement déconnectée à la réalité. Et donc moi qui m'étais fait une espèce de fantasme absolu de comment ça allait se passer, avec on va jouir, tout va bien se passer, en fait ça a été une claque. Et elle aussi, vu qu'elle savait que je consommais du porno, ça la faisait souffrir. Elle avait un sentiment, c'est un sentiment qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, mais chez les filles, ce sentiment d'infidélité, plus chez les filles que chez les garçons, ce sentiment d'être trompé quand on va voir du porno, elle le vivait dans sa chair en quelque sorte. Parce qu'elle ne savait pas, quand on s'unissait, quand on avait une relation, elle ne savait pas si moi je pensais à elle ou à quelqu'un d'autre. Et effectivement, elle a raison, parfois, pour essayer d'assouvir certains fantasmes, je pensais à autre chose au lieu d'être vraiment concentré dans ma relation avec elle. Et finalement, à un bon moment, notre relation a été énormément affectée par ça. Elle voyait que je m'en sortais pas, moi j'étais incapable de m'en sortir, et donc à un moment, elle en a eu assez, et tout simplement, on a divorcé. Et en fait, ce jour-là, j'ai compris que, pour la première fois, j'ai compris que mes actes, contrairement à ce qu'on croit, peuvent avoir des impacts sur les gens. Et donc ça a été une énorme claque pour moi de me dire en fait pour la première fois tu as fait du mal à quelqu'un, et j'ai pas fait du mal que à elle, parce que tu fais aussi du mal à tes amis, parce que eux ils te voient souffrir, ils te voient dans ta rupture, ils te voient dans cette souffrance, et en fait vu que c'est des amitiés sincères, ils veulent ton bien, et donc ils en souffraient parce qu'ils disaient en fait il s'en sort pas et on sait pas comment faire, on est débousselé.
Et donc j'ai décidé de prendre les choses en main à ce moment-là. Et donc j'ai pris 3 décisions importantes. Et ça, c'est vraiment pour m'en sortir, j'ai pris 3 choses. La première, ça c'est une phrase que j'aime bien répéter aux jeunes quand je vais les voir et que je vais témoigner. Je leur dis, il y a un général américain qui disait, si tu veux faire des grandes choses dans ta vie, commence par faire ton lit le matin. Et en fait, ça paraît très bête comme phrase, mais en fait, moi, elle a changé ma vie depuis 2 ans. Parce qu'en fait, moi, si aussi je suis tombé dans le porno, c'est parce que j'étais très brouillon dans ma vie. J'étais pas très ordonné. Et finalement, quand on n'est pas ordonné, on finit par avoir le cerveau qui vacille et aller voir du porno. Et donc j'ai décidé qu'à ce moment-là, à partir de maintenant, à partir d'il y a depuis 2 ans, je fais mon lit tous les matins, je fais ma vaisselle au maximum, je range ma chambre, je passe l'aspirateur. C'est plein de petits actes, mais je pense que c'est extrêmement important d'éduquer et je comprends très bien maintenant pourquoi mes parents voulaient m'éduquer à ça. C'est qu'en fait, en étant discipliné au quotidien avec des petits actes, on arrivera derrière à mener des plus grands combats. Donc moi, mon grand combat, ça a été de sortir du porno, mais il y en a pour qui ça va être n'importe quoi, ou même dans le travail. Là, c'est plus large même que la question du porno. La deuxième chose, c'est les amis. En fait, moi, quand je suis tombé dans le porno, c'est aussi parce que j'étais mal entouré. J'avais des amis, je voulais ressembler à eux, donc j'allais plutôt dans les groupes qui étaient fun, entre guillemets. Et en fait, eux, ils s'en foutaient un peu du porno, c'était plus un jeu pour eux. Et donc, je suis fini par tomber dedans. Ou ce garçon qui était qui m'a agressé quand j'étais jeune, vu que c'était le grand de la classe, je me disais que j'avais peut-être un peu ça me donnait un petit peu de valeur, on va dire, dans la classe. Et donc, c'est important que nos enfants et que vous, les parents, vous assuriez qu'ils aient des amitiés qui les tirent vers le haut et non pas qu'ils vont leur faire des bêtises en quelque sorte. Et pour le porno, c'est plus que vrai en fait. C'est-à-dire que souvent, le porno, ça vient par des groupes d'amis, ça vient ça vient dans un contexte social en fait. C'est rare que ça vienne tout seul. Il peut y avoir des pop-up maintenant c'est moins le cas, mais avant nous c'était plutôt par les pop-up parce qu'on allait voir des films en streaming. Maintenant c'est moins le cas, mais voilà. Donc le social, c'est extrêmement important que nos enfants soient bien éduqués à ça. Et la troisième, pour terminer, moi, et c'est un peu le cœur de We Are Lovers, c'est de vivre ses rêves et de mettre cette dopamine dont on parlait. Moi, j'ai décidé de la mettre au service de mes défis sportifs. Donc j'en faisais déjà, mais je fais du triathlon à haute dose. Je fais du triathlon à un certain niveau, et donc j'ai décidé de mettre tout mon rêve, toute ma force de vie dans les défis sportifs que je me suis donné. Et ça, chez We Are Lovers, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'on dit vivez vos rêves, parce qu'en fait, les jeunes, ils perdent beaucoup de temps. En général, leur vie sociale est affectée quand ils. Moi, je fuyais beaucoup la vie sociale quand j'étais addict au porno. J'évitais beaucoup de situations avec la famille pour rester tranquille à la maison et voir du porno. Et donc, en fait, les jeunes vont passer à côté de leurs rêves à cause de ça. Et donc, poussez vos enfants à aller vivre leurs rêves et sans aucun doute, ils seront beaucoup plus épanouis. Et moi, j'aime bien dire que le porno, c'est quelque chose qui te rend heureux sur un court terme, mais qu'après, les conséquences peuvent être dramatiques. Par contre, tout le reste, vivre ses rêves et exploiter ses talents, ça permet de toucher au bonheur. Je vous remercie. Merci beaucoup Louis Vianney pour ce témoignage plein d'énergie, plein de sincérité. Karine Trio, je vous ai vu très attentive évidemment à ce que disait Louis Vianney à l'instant. Il y a des mots qu'on va retrouver dans la deuxième partie, notamment cette hypersexualisation de la société. Je voudrais qu'on rebondisse sur la pornographie. Il y a plusieurs choses qui ont été dites tout à l'heure. C'est Marie qui citait que je crois que c'était les 2/3 des gens qui regardaient la pornographie trouvaient que c'était une image réaliste de la sexualité. Louis Vianney a parlé à l'instant de l'estime de soi. Finalement, il y a cette notion aussi du rapport au corps. En quoi la pornographie, elle modifie justement la vision que l'on peut avoir à la fois de notre corps, pour ceux qui regardent, et en même temps aussi de ce qu'est le rapport à l'amour, ni plus ni moins. Alors sur le corps, en fait le corps c'est notre première manière d'exister au monde. Et on peut avoir 2 manières de le voir, soit en se disant mon corps c'est à moi et j'en fais ce que je veux, et auquel cas on a un rapport plutôt esthétique et plutôt plaisir au corps aujourd'hui dans notre société, ou alors mon corps c'est moi. Et à ce titre, je voudrais vous raconter une expérience qui s'appelle l'expérience de Claparède. C'est l'histoire c'est un psychiatre qui accompagne des personnes qui sont cérébro-lésées, c'est-à-dire qu'elles ont eu une blessure sur leur cerveau frontal, je crois. Donc ce sont des gens qui n'ont plus de mémoire immédiate, mais ils ont une mémoire ancienne. Et donc ce psychiatre fait une expérience avec eux, il coince dans sa main une petite aiguille et il va serrer la main à un de ses patients qui vient le voir. Et évidemment, le patient se fait pincer la main, enfin se fait un peu piquer la main. Donc il retire sa main. Et puis on n'en parle plus parce que c'est pas quelque chose d'important. Mais le lendemain, ce patient revient et donc le psychiatre lui tend la main et le patient refuse de la lui serrer.
Et cette expérience, c'est la preuve que le corps a une mémoire et que donc tout ce que nous vivons avec notre corps reste dans notre corps. Ça, c'est la première chose importante à retenir. Notre corps, il n'est pas extérieur à nous. Ensuite, on va parler de sexualité. C'est quoi la sexualité ? Ça vient du latin secare, et en latin, secare, ça veut dire séparer. Et qu'est-ce qui est séparé dans l'humanité ? C'est le fait d'être homme ou d'être femme. Chaque cellule de notre corps est XX ou XY. Et souvent, on confond la sexualité avec les relations sexuelles. La sexualité, c'est l'ensemble de notre corps. Nous sommes sexués et nous mettons en œuvre une sexualité. Nous mettons en œuvre une génitalité aussi. C'est la relation sexuelle. Je voudrais revenir à la naissance du bébé. Quand le petit bébé vient au monde, il ne sait rien du monde. Imaginez qu'une nuit, on vous fasse une mauvaise blague, on vous met sur une autre planète, vous respirez plus pareil, vous n'entendez plus pareil, vous ne vous sentez plus pareil, il fait froid et vous ne savez rien du monde. C'est ce que nos enfants ont vécu quand ils sont arrivés au monde. Et donc toute leur enfance, tout le temps de l'enfance et de l'adolescence avec nous, leurs parents, c'est de comprendre le monde pour y prendre leur place. Et comment est-ce qu'un enfant va comprendre le monde ? Il va comprendre en imitant, donc les parents, les adultes autour de lui, ses camarades et les écrans, en expérimentant avec le risque de se faire des blessures, et puis en apprenant avec des connaissances, avec des conférences par exemple. Donc si on revient à la pornographie c'est un écran, on y voit des choses, et donc forcément ça va nous influencer. Alors moi aussi j'ai quelques chiffres. Au niveau du corps, 14% des femmes épilent 100% de leur maillot. Mais en fait, ça c'est un chiffre général. Mais en fait, c'est 45% des femmes de moins de 25 ans. Parce qu'elles ont vu ? Je ne sais pas. 56% des femmes s'épilent, de ces femmes de moins de 25 ans, s'épilent jusqu'aux grandes lèvres. Et ça tombe bien puisque pour 63% des garçons de moins de 25 ans, c'est un critère essentiel de séduction. C'est quasiment de la propreté, c'est de l'hygiène. Donc aujourd'hui, grâce à la pornographie, le poil est considéré comme quelque chose de sale. Donc forcément, ça impacte le corps. Ensuite, 56% des hommes pensent que la taille du pénis n'est pas importante pour donner du plaisir aux femmes. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire donc que 44% pensent le contraire, pensent que la taille du pénis est importante pour faire donner du plaisir à une femme. Sauf que chez les moins de 25 ans, c'est pas 44%, c'est 61%. Je continue avec mes chiffres. 26% des femmes de moins de 25 ans sont prêtes à se soumettre au désir de leur partenaire. Une femme sur 4 de moins de 25 ans pense que quand on aime quelqu'un, eh bien, on doit accepter n'importe quelle pratique. Mais c'est que 10% chez les femmes de plus de 65 ans. Donc vous voyez que c'est en train de faire évoluer et la manière dont on voit notre corps au naturel et la manière dont on va se comporter dans les relations. Donc si je vous suis, c'est un peu générationnel et c'est peut-être un phénomène générationnel parce qu'il y a justement cette confrontation à la pornographie et à l'hypersexualisation. On va y revenir juste après. Et qui devient une norme. Voilà, ça devient une norme. Bliss, vous vouliez réagir? Je vous vois sourire et en partie acquiescer à ce que dit Karine. Non, mais juste entendre les chiffres, c'est pas que je le trouve étonnant, mais juste me dire, bah oui, sûrement il y a des femmes qui se rasent ou qui s'épilent parce qu'elles veulent bien, et bien sûr elles ont le droit, mais il y en a aussi comme moi, à 22 ans, qui l'a fait parce que quelqu'un m'a dit, bah c'est normal, c'est dégoûtant d'avoir des poils là. Après, lui, pour le coup, il s'est payé aussi. Parce que sinon, j'aurais peut-être me posé plus de questions là-dessus. Mais moi, j'étais toujours... pareil, c'est soumettre aussi. Et j'étais toujours dans ce... Bah, si lui, il dit, il a plus d'expérience que moi, ça doit être vrai. Karine. Mais on n'aurait pas l'idée d'aller s'épiler les poils du nez. Dans le nez, on a aussi des poils, parce que les poils, c'est fait pour protéger vers l'intérieur du corps. Et ça ne nous viendrait pas à l'idée de nous épiler les poils du nez. Donc on parlait impact de la pornographie donc sur le corps, sur le rapport au corps, sur l'image au corps et sur l'estime même de soi. Impact sur les relations également. Quels sont les impacts alors non pas sur la sexualité, puisque j'ai bien compris qu'il y avait les relations sexuelles et la sexualité. Qu'est-ce que ça impacte? Louis Vianney exprimait tout à l'heure il y a un moment de souffrance aussi lié à la pornographie, donc dans la relation aussi.
Dans la relation, en fait, la pornographie, ça morcelle le corps. Donc, on va faire un focus sur une partie du corps qui va devenir quasiment du fétichisme. Et donc, on ne voit plus la personne dans sa globalité. On la voit avec ce bout de corps-là qui convient ou qui ne convient pas. Et en fait, ça consiste à objectiser la personne. La personne, elle devient un instrument de mon plaisir. Parce que la pornographie, Louis-Vianney l'a dit, ça va avec la masturbation aussi. Et donc, dans la masturbation, on est centré sur son propre plaisir. Mais dans la relation, on est censé se centrer sur l'autre. Et c'est difficile quand on s'est habitué à se centrer sur soi et à n'être que sur soi, de s'intéresser à l'autre. Et donc, finalement, l'autre devient un objet de mon plaisir. Alors, on a vu évidemment les impacts que cela a, et à travers notamment le témoignage de Louis Vianney. Qu'est-ce que peuvent faire concrètement les parents à date, même si on a bien compris, quand je vous ai posé la question tout à l'heure, personne ne sait dire finalement est-ce que mes ados, mes enfants regardent ou ne regardent pas. Mais en matière de prévention, qu'est-ce que les parents peuvent déjà commencer à faire ? Alors, le rôle des parents, c'est d'éduquer les enfants. Et éduquer, ça vient du latin, ça veut dire ex ducere, c'est emmener ailleurs. On éduque nos enfants pour qu'ils puissent se passer de nous, qu'ils sachent prendre soin d'eux-mêmes et sachent être en relation avec d'autres, prendre leur place dans le monde. Et pour éduquer un enfant, aucun d'entre nous n'a jamais laissé un enfant faire ses premiers pas au bord d'une falaise en lui disant « vas-y, c'est cool de marcher ». Non, évidemment, quand on éduque un enfant, quand on prend soin d'un enfant, quand il est important pour nous, eh bien on va le protéger. Et pour ça, c'est l'importance du cadre, c'est de protéger les enfants. Et quand on a appris, nos enfants ont appris à marcher, eh ben on a d'abord été comme ça avec eux, vous savez. On tenait les mains et on s'est cassé le dos. Et puis ensuite, on était comme ça à côté d'eux, et puis on faisait attention d'être là pour les récupérer s'ils tombaient. Et puis après, on était dans un fauteuil, et puis on les regardait, ils marchaient autour de nous, mais on n'était quand même pas très très loin. Et puis après, ils ont encore grandi, et on n'était pas très loin d'oreilles. Et puis après, ils ont été dans le jardin tout seuls. Et puis après, ils ont été au square tout seuls. Et donc cette manière d'accompagner l'enfant, c'est valable pour tous les domaines de l'éducation. C'est valable pour l'école, pour les amis, pour les petits amis, pour les devoirs, pour les études, pour les écrans. En fait, c'est toujours partir de d'abord je suis là avec toi et à petit, j'ouvre le cadre. Avant de quitter le domaine de la pornographie et peut-être voir avec Louis Vianney et Marie les leviers pour s'en sortir, vous en avez évoqué 3 peut-être, y en a-t-il d'autres? J'aimerais qu'on touche à un sujet qui est corollaire à cette diffusion de la pornographie sur Internet, c'est les réseaux sociaux avec les publications de photos intimes en couple ou pas et les nudes, etc. Là, qu'est-ce qu'il faut dire, Karine Trio, à ces enfants sur les risques engendrés par ce phénomène, le fait de je mets mon image d'un corps parfois dénudé, les risques, les conséquences derrière. En fait, ça commence très tôt. C'est pas à l'adolescence tout à coup qu'il faut leur dire « Oh là là, attention, le nude !» En fait, ça commence bien en avant quand ils sont enfants, en leur apprenant à prendre soin de leur corps et de leur intimité. Développer la notion d'intimité. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Serge Tisseron qui a beaucoup travaillé sur les réseaux, sur les écrans, qui parle d'extimité et qui dit aujourd'hui, en fait, on exhibe son intimité. Les ados peuvent penser que ce qu'ils mettent sur Insta, c'est pas grave, ça n'a pas d'effet. Mais non, mais en fait, ça a évidemment un effet parce que on n'est pas tous gentils, en fait. Et l'intimité, c'est protéger ce qui est précieux en nous. Et donc, si on exhibe son intimité, mais même son intimité émotionnelle, si on parle de soi sur les réseaux sociaux, ben en fait, tout le monde peut le voir. Et il ne faut pas croire que tout le monde va être bienveillant et gentil. Donc, en fait, on donne prise à ce qu'on nous fasse du mal. Dans les cas de harcèlement, il y a beaucoup ces choses-là, de pas savoir saisir la notion de distance entre l'autre et moi. L'autre n'est pas mon ami, en fait. Et donc, il faut que j'apprenne à me protéger. Donc ça va quand ils sont petits, on leur apprend, on ne se balade pas tout nu, on ne se tient pas les jambes écartées, on ne s'assoit pas sous les genoux de n'importe qui. Enfin, c'est leur apprendre à protéger leur corps, protéger leur intimité, prendre soin d'eux. Et ensuite, les écrans, ça va être apprendre l'usage des écrans. Mais en fait, tout ce que tu mets sur les écrans est définitivement donné. Bliss, témoignage peut-être sur le phénomène des nudes, alors peut-être pas vous personnellement, mais peut-être des camarades à vous qui auraient pu être... exposés, soit par leur propre volonté d'ailleurs, soit par la volonté ça peut être parfois d'un partenaire aussi. Bah, même moi, on me l'a envoyé sans que j'étais d'accord.
Mais après, juste pour rebondir c'est aussi par rapport à qui appartient l'image, du coup. Moi, j'ai eu de la chance. Moi, j'ai fait mon école et mon lycée en Angleterre, je suis anglaise, qu'on a eu des cours là-dessus, par rapport à qu'est-ce qui se passe si quelqu'un prend l'image et l'envoie à quelqu'un d'autre, qui a forcément pas le droit. Mais heureusement, on nous a expliqué. Parce que ça arrivait dans notre école que des nudes de quelqu'un dans notre école, qui a été un peu influencé pour les envoyer. J'étais aussi en école de filles. Ils ont fait le tour de l'école des garçons, ces photos. Et là, je pense qu'il y a eu un procès, mais en tout cas, on a vu la différence avec la fille qui l'a souffert. D'accord, puisque vous évoquez le sujet d'école de garçons, école de filles en Angleterre, vous me racontiez également, quand on a préparé cette séquence, des défis qui étaient montés par les garçons et qui... Voilà, racontez-nous l'histoire. Oui, donc quand j'avais 15 ans, j'avais mon premier vrai petit copain, on va dire. Et au même moment, moi j'étais en école de filles, lui en école de garçons. Il y avait aussi des écoles mixtes. Et à ce moment-là, j'ai appris, il y avait un défi en fait dans l'école des garçons pour avoir le plus de relations possible avec les filles de notre école, spécifiquement. Donc je dirais pas le nom de l'école. Mais en gros, c'était le nom de l'école, Challenge. Et moi, j'ai appris ça et du coup, je me sentais énormément la pression là-dessus parce que s'il voulait faire quelque chose, est-ce qu'il veut vraiment le faire ou est-ce que c'est pour le défi ? Est-ce qu'il sort avec moi parce qu'il veut justement avoir des points sur le défi ? Lui, au final, non, c'était pas le cas, heureusement. Mais lui aussi, il a senti la pression. Il m'a même dit le jour de son anniversaire, quand il a eu 16 ans, on a toute la journée, on aurait pu prendre une chambre d'hôtel. Et lui, il voulait pas. Hein. Mais il sentait la pression de son école. D'accord. Louis Vianney et Marie sur les leviers pour se sortir de l'addiction. Et puis ensuite, on va revenir avec Karine Trio et en partie avec Bliss aussi et avec vous sur comment on peut aujourd'hui aborder ces sujets de sexualité et d'amour avec les ados. Oui, alors avec le témoignage de Louis Vianney, on a vu qu'on pouvait s'en sortir. Moi-même ayant été touchée par la pornographie pendant une dizaine d'années à peu près, en ayant été dépendante aussi de mon côté, suite notamment à des garçons qui m'ont gentiment montré ce genre d'image. On peut s'en sortir et c'est tout à fait possible. Donc le premier levier, c'est grâce aux relations. Donc c'est ce que Louis Vianney disait tout à l'heure, bien s'entourer et ne pas rester seul, surtout avec ce sujet-là. Deuxième levier, la bonne hygiène de vie. Donc ça peut être faire n'importe quoi, faire du sport, faire de la pâtisserie, avoir ses heures de sommeil parce que c'est super important et qu'on n'en parle pas assez. Et aussi grâce à tous les leviers technologiques qu'on a maintenant, donc tous les bloqueurs de publicité, le plus connu étant AdBlock, qui bloque quand même une majorité des pop-up sur Internet, et que je vous incite à installer vivement sur vos ordinateurs pour protéger les plus jeunes. Il y en a aussi un autre qui est un petit peu moins connu, qui est anglais et qui est payant pour le coup, qui s'appelle Covenant Eyes et qui est très efficace pour plusieurs raisons. Première raison, il va filtrer les sites pornographiques. Ensuite, on peut envoyer, une fois installé, si on désinstalle ce logiciel, la personne qui a choisi l'installation va être prévenue par une notification que ça a été désinstallé. Et ensuite, il y a un outil d'intelligence artificielle sur ce bloqueur qui va permettre de réaliser des captures d'écran des images contenant de la nudité. Et donc ces captures d'écran sont floutées. Voilà. Donc ça, c'est très utile. Alors juste, j'insisterai aussi sur ce qui est bien avec Covenant Eyes, et c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste beaucoup chez We're Lovers. Quand on parlait d'en parler, souvent la question que nous posent les parents, c'est comment on en parle, comment on aborde le sujet. Nous, on n'est pas là pour vous le dire comment, parce qu'on sait que c'est infiniment délicat et que c'est un sujet très délicat. Mais moi, si j'ai un conseil à donner là-dessus, c'est d'en parler. Il faut créer le climat pour ça. On parle de créer un climat pour en parler. Et en fait, il faut pas aborder le sujet de façon très cash. Et pour ça, c'est un travail de longue haleine dans l'éducation. C'est-à-dire que il faut que les parents, moi je trouve que c'est ce qui m'a manqué beaucoup, c'est que moi j'ai eu pas mal de frères et sœurs, et donc j'ai pas eu de relation personnelle avec mes parents. Mes parents n'ont pas vraiment entretenu une relation.
Et donc si j'ai un conseil juste à vous donner là-dessus pour aborder le sujet peut-être un jour, c'est que n'allez pas au restaurant du jour au lendemain avec lui, avec la personne, avec votre enfant pour aborder le sujet. Créez un climat pour ça. Allez faire des choses avec lui, que avec lui, pas avec les autres enfants, si vous en avez plusieurs, juste avec cette personne. Et créez un climat là-dessus. Et un autre conseil aussi que j'aime bien donner pour en parler, en général, les parents, ils ont peur que leur ado, ils partent quand vous abordez des sujets. Donc il y a un endroit qui est pas mal pour en parler, c'est en voiture, parce que déjà, il peut pas s'enfuir. Et aussi, vous regardez tous les deux devant. Donc vous regardez pas dans les yeux, donc il n'y a pas de risque d'avoir un malaise qui se crée. Après, bon, si dans la voiture il dit non, j'ai pas envie d'en parler, on n'en parle pas la peine parce qu'il risquerait de sauter par la fenêtre et ça risque d'être compliqué. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est des petits tips comme ça qui permettent d'avoir des sujets, mais vraiment entretenir une relation et surtout montrez-les que vous les aimez. On a besoin les enfants, ils ont besoin d'être aimés par leurs parents, et donc plus vous les aimerez, plus vous les montrez que vous les aimez, plus ils seront en confiance pour en parler. Et s'ils veulent pas en parler, ça sert à rien d'insister. Vous pouvez aussi passer par d'autres personnes. Il peut y avoir des amis, des gens de confiance qui peuvent en parler. Des psychologues aussi, si vraiment le sujet est déjà très compliqué. Merci beaucoup. La technique de la voiture, je suis sûr que ça marche pour plein d'autres sujets aussi. On les couple aussi. Hein. On va refermer le chapitre de la pornographie, l'addiction à la pornographie et ses impacts. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Et ensuite, on va aborder la deuxième partie. Oui, tac. Oh là, j'ai plein de questions. On est parti. Questions ou témoignages d'ailleurs? Oui, bonjour. Je m'appelle Lucie et j'ai une question qui m'est venue. C'est au niveau de la plasticité. On en parlait, plus ils sont jeunes, plus forcément ça a un impact fort sur leur pourcentage de devenir addicts dans le futur. Ma question, c'est donc on a remarqué que plus ils sont jeunes, plus ça vient rapidement. Est-ce qu'on a pu établir des vitesses à laquelle ils pourraient s'en sortir? C'est-à-dire se dire, si on s'en rend compte à l'âge de 20 ans, 21 ans, 22 ans, enfin je ne sais pas trop, est-ce qu'après, même pour vous par exemple par rapport à votre témoignage, est-ce que vous avez remarqué une difficulté au niveau de la durée pour s'en sortir? Alors moi le combat ça faisait longtemps que je le menais. Mais quand je m'en suis sorti, ça a été assez fulgurant en quelque sorte. Et moi, ce qui m'a vraiment bluffé, c'est qu'en 6 mois, mon cerveau était plus pareil du tout. Et aujourd'hui, j'ai encore des images qui viennent dans mon cerveau, mais la seule différence, c'est que je sais quoi en faire maintenant. Je sais que j'arrive à les évacuer très rapidement. Et donc, là-dessus, il faut vraiment pas être inquiet. Quand on est adulte, alors, moi, ça a mis 6 mois à peu près pour redevenir à peu près normal, mon cerveau. Après, Marie peut-être pourra vous dire aussi combien de temps. Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Mais c'est quand même... ce qui est terrible, c'est que par contre, chez les jeunes, ça peut aller très très vite en fait, le changement sur leur cerveau. Mais du coup, ça peut aussi être tué dans l'œuf très rapidement aussi, cette problématique, si vous y prenez. J'ai un autre témoignage, là pour le coup, c'est une collègue qui m'en a parlé, son enfant de 12 ans, elle s'est rendue compte en regardant sur son téléphone qu'il avait une consommation de 6 heures par jour de pornographie. Donc évidemment c'est extrêmement grave comme situation, mais c'est en regardant son téléphone que voilà. Moi je veux dire, si jamais on se rend compte d'un climat terrible comme celui-là, est-ce qu'il faut vite tout de suite voir un professionnel quand l'enfant refuse, parce que l'enfant refuse d'en parler. Donc voilà. Karine Tréau. Moi je voudrais d'abord questionner les 6 heures par jour sur son téléphone à 12 ans. Ça veut dire qu'est-ce qu'il fait d'autre cet enfant? Parce qu'on en parlait tout à l'heure en off, mais moi ce que je recommande aux parents sur la gestion des écrans, c'est de partir du principe que dans la vie, d'abord, il faut faire des choses utiles. Donc les choses utiles, c'est se laver les dents, faire à manger, c'est aller à l'école, c'est faire ses devoirs, c'est aider dans la maison, vider le lave-vaisselle, aller faire des courses. Et puis après, on a du temps de loisir. Et donc une fois qu'on a fait tout ça, le temps de loisir, il est un peu réduit quand même. Et donc le temps de loisir sur écran, il faut qu'il soit inférieur au temps de loisir sans écran. Et donc les 6 heures par jour, normalement, ils ne sont pas là. Alors ça peut être la nuit, et dans ce cas-là, on a bien vu tout à l'heure les questions de motivation et de circuit de la récompense et d'immaturité du cerveau pensant, du cerveau raisonnable. On ne peut pas laisser quelqu'un qui a besoin de faire un régime dans un magasin de chocolat la nuit tout seul. On ne laisse pas un enfant non plus avec des écrans tout seul. Voilà, il faut remettre la nuit, c'est fait pour dormir. Allez, on avait d'autres questions ou témoignages? Oui, madame. Et ensuite, madame ici. Bonjour. Alors déjà, Bonjour. Un grand merci pour la thématique, parce que je trouve qu'on ne parle pas assez de sexualité dans notre société, c'est hyper tabou, et je trouve que justement, ça a un impact énorme, parce que le fait de ne pas en parler, moi je suis née en 85, donc je viens d'avoir 40 ans, et moi je me reconnais en fait là-dedans. Effectivement, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais moi, de moi-même, j'ai consommé moi-même volontairement, je n'ai pas été forcée de moi-même très très tôt. Donc déjà, ça pose question, pourquoi on a ce besoin? C'est parce qu'en fait, c'est un vide complet.
Et du coup, on va rechercher par nous-mêmes, puisque les adultes, que ce soit à l'école, puisque c'est tabou, certains parents ne sont pas d'accord, c'est un autre sujet. Je pense que c'est un sujet très politique, en fait. Et comme les parents n'en parlent pas, on va chercher de nous-mêmes et on se retrouve à voir ces contenus qu'on ne devrait pas voir. Après, moi, c'était soft à mon époque. Déjà, moi, je voulais savoir comment votre cerveau a changé suite à votre arrêt. Est-ce que c'est un arrêt total de la pornographie ou pas pour vous deux? Parce que moi, j'ai pas d'enfant, je suis venue pour moi, honnêtement. Et effectivement, témoigner que moi, c'est très récent, donc vous voyez par rapport à mon âge, que j'ai compris que c'était faux, notamment au niveau des corps. Parce qu'il faut savoir, parce que j'ai fait beaucoup de recherches justement, parce que j'ai pris très très cher sur l'estime de soi, que les corps, en fait, ils sont maquillés. Il y a des professions où ils nettoient même les sécrétions entre les scènes. Enfin, c'est complètement absurde. Tout est faux. Tout est absolument faux. Donc, je pense que c'est important, effectivement, d'aller même dans les détails. Donc, ils sont maquillés, le cadrage est fait, la lumière est faite, tout est faux. Ce serait intéressant de voir les actrices et les acteurs en face de nous, en vrai, sans maquillage, sans rien, je pense, méconnaissable. Donc ça, je pense que c'est effectivement important, mais même en le sachant, il faut maintenant que le mental l'intègre. Donc il y avait ça. Donc comment votre cerveau a changé et comment vous faites pour peut-être plus du tout en consommer. Voilà. Marie. Merci Donc, en tout cas. Merci. Merci pour la question. Donc moi, ça me parle beaucoup parce que j'ai été exposée contre mon gré par un partenaire un peu pareil que Bliss pendant des années. Donc ça a duré 6 ans quand même. Et j'étais mineure à l'époque. J'étais mineure et lui était majeur parce qu'il avait 2 ans de plus que moi. Donc ça a eu des conséquences dramatiques jusqu'à maintenant. Hein. J'ai des souvenirs, j'ai des flashs de tout ce qui s'est passé. Et pareil que Louis Vianney, je me rappellerai toute ma vie de la première image que j'ai vue. Maintenant, moi, ça fait 2 ans que j'ai pas consommé d'images pornographiques. Je me suis blindée. En fait, c'est que c'est de la discipline. Et en fait, c'est ça qui est super dur. On en parlait tout à l'heure en venant. C'est en fait, on peut mettre tout en place. Mais c'est vraiment se dire du jour au lendemain, c'est possible de s'en sortir, je vais m'en sortir. Et en fait, même si j'en ai consommé 10 ans, 20 ans, toute ma vie, en fait, c'est vraiment, on peut en sortir. Et il faut vraiment y croire en se disant, je mets en place des séances de sport, de la pâtisserie, aller voir mes copines plus souvent, ne pas rester seule, se faire aider par un spécialiste, ça peut être un conseiller conjugal, une sexologue, une psychologue, et se dire, là je mets cette partie-là de côté, ça fait partie de moi, et moi ça fera toujours partie de ma vie, je vais avoir 30 ans, et ça a représenté 10 ans de ma vie à peu près, c'est énorme, et mon cerveau a vraiment changé dans le sens où, pendant toutes les années où j'en ai consommé, j'avais l'impression d'être sexualisée. Mais en fait, pourquoi est-ce que j'avais l'impression d'être sexualisée? C'est parce que comme j'en consommais, de toute façon, moi, je sexualisais tout le monde. En fait, plus on en regarde, et c'est le circuit de la dopamine, plus on en regarde, plus on a envie d'en regarder, et du coup, tout devient sexuel autour. Et à partir du moment où je me suis prise en main, j'ai commencé à faire de la course à pied, j'ai eu un enfant, tout a été mieux. Et même si ces images, elles restent en tête, je sais que c'est maintenant, ça fait partie du passé, et ça fait pas de moi une mauvaise personne d'en avoir regardé pendant 10 ans. Louis Vianney. Et j'ajouterais que pour moi, l'une des choses qui fait qu'on tombe dedans, souvent, c'est l'oisiveté. C'est-à-dire que c'est dans des moments où on n'a pas grand-chose à faire, on est tout seul chez soi. Donc, moi, je me suis vraiment mis la discipline de toujours occuper mon cerveau, enfin, toujours avoir des activités saines. Donc moi, en l'occurrence, c'est les entraînements, je m'entraîne énormément, mais c'est aussi entretenir mes amitiés, c'est participer à je suis dans une chorale, je fais partie de We Are Lovers, je suis président d'une section d'un club d'athlétisme. Voilà, j'essaye de m'occuper. Et surtout, quand je suis tout seul dans ma chambre, j'ai cette chance d'être en colocation avec 2 amis, et si je sens que ça commence à être dur, je vais parler avec eux. Ils se doutent bien dans ce cas-là qu'ils souhaitaient que ça commence à être dur. Et moi, pareil, ça fait 2 ans que j'en suis complètement sorti, et la chance que j'ai, c'est que c'est vraiment plus un sujet. En fait, j'ai tellement compris que ma vie était beaucoup plus heureuse depuis que je m'en étais sorti, que je me vois pas du tout retomber dedans. Même si c'est tentant, hein, ça reste quand même quelque chose de tentant. Karine Trio, sur le côté tout est faux, l'aspect tout est faux. Ah non, je voudrais juste réagir à ce que dit Louis Vianney. C'est pas seulement s'occuper, ce que fait Louis Vianney, c'est qu'il prend ses responsabilités, il prend sa place dans le monde. Et je crois que ça fait partie des 2 grands désirs de l'être humain, c'est d'être aimé déjà, et puis d'aimer d'être aimé, et puis aussi d'exister. Et exister, ça passe par prendre sa place dans le monde et oser s'engager. Le tout est faux, c'est ça, et ensuite je prends la question. Voilà, le truc faux, c'est un travail que j'ai fait avec des lycéens, de dire, ok, allez, pour faire un film de science-fiction, qu'est-ce qu'il faut ?
Mais alors, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un scénario. Il faut des acteurs. Tiens, les acteurs, il faut qu'ils aillent dans une école d'acteurs d'abord. Il faut des costumes. Il faut des dialogues. Il y a une intrigue dans un film de science-fiction. Il y a des effets spéciaux. Il y a des décors. Et puis, il y a des producteurs qui vont accepter de miser sur ce film et pour le diffuser. Et donc, voilà, pour un film porno, si on reprend les mêmes éléments, ça donne quoi ? Alors, il y a un scénario. Il y a des acteurs. Est-ce que les acteurs sont allés dans une école d'acteurs porno ? Non. Est-ce que ces acteurs, quand ils étaient au collège, au lycée, quand ils réfléchissaient à leur orientation avec leurs parents, ils ont commencé à chercher, à dire « Ouais, moi, en fait, ce dont je rêve vraiment dans ma vie, c'est d'être acteur de film porno. » En fait, non. Personne ne rêve d'être acteur de film porno. Est-ce qu'il y a des costumes ? En fait, non. Est-ce qu'il y a des dialogues ? En fait, non. Est-ce qu'il y a une intrigue ? Très très mince. Il y a beaucoup d'effets spéciaux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas vrai en fait. La taille des pénis n'est pas vraie, l'éjaculation n'est pas vraie, rien n'est vrai en fait. Il n'y a pas de décor, et par contre il y a des producteurs, et eux ils gagnent plein de thunes. Question de madame. Alors, j'en avais une ici aussi. Qui a le micro ? Hop, le choix des armes. Ah non, parce que vous pouvez parler fort, mais je préfère que vous parliez dans le micro, parce que comme on enregistre pour pouvoir rediffuser des replays après. Alors moi, ma question, c'était en tant que parent, nos adolescents s'enferment dans leur chambre, on sait ce qu'ils font, ils sont sur leurs écrans. Quels signes, en tant que parent, on peut avoir pour un ado qui va consulter trop fréquemment des sites porno ou des Instagram de filles érotiques? Alors, il y a une des grandes conséquences, moi ça a été aussi une conséquence dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais l'attention est fortement affectée par le porno. Moi, je sais que je le paye encore aujourd'hui, j'ai eu des gros problèmes de concentration. Et donc, si vous voyez que votre enfant, par rapport à avant, est de plus en plus fuyant, a tendance à vouloir moins venir dans le salon, à moins écouter, à penser à autre chose, si peut-être même si ses notes, elles sont affectées, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui est lié à ça. Mais moi, vraiment, j'ai un conseil à vous donner, mais genre, virer les écrans de leur chambre, en fait. Dans leur chambre, il faut qu'ils lisent, il faut qu'ils jouent, il faut qu'ils fassent plein de choses, mais pas les écrans. Alors, c'est très compliqué parce que maintenant, ils ont des tablettes offertes par les établissements. Ils ont des devoirs à faire sur les tablettes puisqu'ils n'ont plus accès, enfin, ils n'ont plus besoin des manuels. Et moi, personnellement, j'ai un grand contrôle depuis leur plus jeune âge. Enfin, je suis très stricte là-dessus, mais je ne peux rien faire contre une tablette. Après, à 22h, normalement, ils ont fini de travailler, il n'y a plus besoin de tablette. Voilà, exactement. Mais avant, oui, c'est sûr que maintenant, ça, c'est un vrai problème aussi. C'est que même à l'école, maintenant, les écrans sont partout. Et... Bliss, vous voulez réagir ? Et ensuite, je prends la question de madame. J'aimerais juste dire, là, je comprends bien pourquoi on parle beaucoup des choses négatives, mais j'aimerais juste dire qu'à mon avis, se masturber, se toucher et même peut-être voir la pornographie, c'est pas que quelque chose de négatif. Donc je ne suis pas forcément d'accord qu'ils ne devraient pas avoir le temps pour eux, mais par contre je suis d'accord que limiter les écrans la nuit, ils ont pas besoin, on n'a pas besoin de pornographie pour se masturber par exemple. Mais je voulais juste dire que c'est pas forcément quelque chose de négatif. Si vous trouvez que votre enfant, votre adolescent regarde un peu de pornographie, ça veut pas dire directement il y a un souci. Après, si, comme on disait, s'il y a eu des changements, s'il commence à aller vraiment plus dans sa chambre, il veut vraiment plus descendre dans le salon, là, ça peut être un problème. C'est pas forcément la pornographie, il y a peut-être autre chose, mais c'est un peu les signes de tout autre problème. Alors, Louis-Vienne, un complément rapide. Ensuite, je prends la question de madame et ensuite, on parle on évoque la sexualité avec ses enfants. C'est très intéressant ce que tu dis. Et même si moi, personnellement, mon avis est plus tranché là-dessus sur la question du porno, mais dans la mesure où, oui, effectivement, il y a des parents qui estiment et pour qui ça pourrait être une bonne chose, je pense que ça n'empêche pas d'en parler quand même. De montrer qu'il y a besoin de contrôler la chose, que c'est quelque chose qui doit être contrôlé et doit être comprise. Parce que quand ça devient plus compris, c'est là où ça peut déraper à quelque chose de beaucoup plus addictif et problématique. Mais effectivement, tant que les parents sont là pour en parler, après, chaque parent est absolument libre d'éduquer comme il l'entend, ça c'est sûr. Je voulais juste demander, justement, dans le dialogue avec les parents, la vidéo que vous avez montrée tout à l'heure sur la dopamine, ça c'est quelque chose que je voudrais montrer à mes enfants, parce que ça, ils sont libres de le regarder, puis ça peut entamer un dialogue. Est-ce qu'il est sur votre site ? Oui, il est sur YouTube. Et sur YouTube. Ça s'appelle, vous mettez We Are Lovers dopamine et vous aurez tout ce qu'il faut. Alors, madame.
Oui, bonjour. Merci aux intervenants et au courage aussi de nous livrer leurs témoignages. Je suis sûre qu'ils témoignent de souffrance à une certaine époque, moins aujourd'hui. J'ai l'impression, là, en vous voyant, que vous faites un peu le rôle de l'éducation nationale, en fait, d'une carence. Alors, je ne dis pas que de l'éducation nationale, mais également des familles, parce que c'est pas toujours facile d'aborder la sexualité avec ses enfants, même parfois avec son conjoint, puisque vous nous parlez également d'expériences que vous avez vécues, de difficultés. Donc peut-être plusieurs questions, je vais essayer de résumer un petit peu les problématiques que je vois poindre. Première question, je crois que c'était presque la suite de votre intervention. À partir de quel âge on peut commencer à aborder ces questions avec les enfants et de quelle manière? Alors je pense que c'est la suite, donc peut-être on va garder la question si vous préférez. Deuxième chose, vous parlez de déviance, de comportements, disons, qui peuvent devenir problématiques. On rencontre, nous, sur le terrain, beaucoup d'infractions pénales, de déviances qui vont vers des agressions sexuelles, des viols en réunion. Est-ce que vous voyez ça sur le terrain? En tout cas, nous, on en a énormément. Il y a beaucoup de plaintes classées, beaucoup d'affaires en cours. Les tribunaux sont submergés de dossiers de viols, d'agressions sexuelles, de pédophilie. Enfin, je fais vite parce que l'actualité nous rattrape. Donc, sur ces points, est-ce que vous pouvez nous donner votre expérience? Et point supplémentaire, qu'est-ce que vous pensez de la majorité en tout cas de la majorité à 15 ans pour accéder aux réseaux sociaux, question qui est actuellement sur la place. Pardon, ça fait beaucoup, mais comme je suis un petit peu dans le domaine, je me permets de je comprends, profiter bien de sûr, votre mais présence. attention à pas. Voilà, la deuxième question, on peut peut-être y répondre si vous avez des. Moi, ce qui est important, c'est que je veux juste mettre une chose au clair sur la question de l'éducation nationale ou quoi que ce soit. Nous, on n'est pas là pour dire que le porno c'est bien ou mal. Nous, on veut juste témoigner de ce qu'on a vécu vis-à-vis de ça. On n'est absolument pas dans la politique, on n'est pas du tout là pour ça. On ne juge personne de quoi que ce soit. Nous, on veut juste raconter ce que nous on a vécu et de dire attention, ça peut faire du mal. Mais on n'est pas là. D'ailleurs, on insiste avant chaque intervention, on est amoral, apolitique et aconfessionnel. C'est-à-dire que c'est pas notre sujet. Nous, notre sujet, c'est vraiment de témoigner de ce qu'on a vécu. Et après, chacun en fait ce qu'il veut. Notre but, c'est de mettre un peu la graine dans les jeunes en disant attention, peut-être qu'il peut y avoir des situations qui peuvent. Et justement, c'est pour faire en quelque sorte de la prévention vis-à-vis des agressions ou de toutes ces choses-là qui peuvent arriver. Parce que la plupart des agressions, je pense, sont quand même très liées à des agresseurs, je pense, beaucoup d'entre eux ont consommé beaucoup de porno. Et sur la majorité à 15 ans sur les réseaux sociaux, pareil, ça c'est pas notre sujet du tout. Alors on va aborder, j'ai vu qu'il y avait une question qui arrivait, mais je voudrais vraiment, alors qu'elle se soit rapide pour qu'on puisse passer à la dernière partie. C'est vrai qu'on a démarré un peu en retard, mais il ne faut pas qu'on finisse trop tard non plus. Merci, très rapidement. Tout à l'heure on parlait notamment des réseaux sociaux par rapport aux nudes. Et vous disiez qu'effectivement, c'est aussi quelque chose qu'on apprend très vite, très tôt, de ne pas non plus trop se livrer. Il y a aussi quelque chose par rapport à ça, c'est ce que nous, en tant que parents, on fait. C'est-à-dire que mettre nos enfants en photo sur les réseaux sociaux, ça leur met déjà en tête qu'il faut le faire, qu'on peut le faire. Et ça peut effectivement, à mon sens, aller vers le fait de beaucoup se livrer plus tard quand ils auront accès à ces réseaux sociaux. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire, nous, en tant que parents, de notre consommation, nous, de réseaux sociaux, de tout ce qui va être en ligne, et aussi, mine de rien, de ce que nous, on fait et ce qu'on met sur Notion d'exemplarité aussi, évidemment, des parents. Voilà. En étant exemplaires, nos enfants, a priori, peuvent adapter nos comportements. On bascule sur le deuxième temps en utilisant comme charnière finalement un propos qu'a tenu Louis Vianney tout à l'heure sur l'hypersexualisation de la société. On va découvrir quelques images avec vous, Karine. Oui, yes. C'est ça. Karine, de quoi est ce clip est-il le témoignage? De quoi ce clip est-il le témoignage? En fait, ce clip, il montre bien la notion de chambre d'écho. C'est que quand le même message arrive par plein de canaux différents, eh bien, ça finit par faire un écho et par devenir la norme. Et aujourd'hui, on a le même message par la télévision, par les pubs, par les animateurs radio, par les influenceurs, par les copains, par les séries, les livres, le cinéma, par le porno. Et c'est un message d'hypersexualisation.
C'est qu'en fait, la sexualité, c'est fun, c'est ludique, c'est sympa et il faut y aller. Et finalement, on a eu l'impression, avec mai 68, de mettre la morale Avant mai 68, on avait une morale qui disait il ne faut pas de relations sexuelles avant le mariage, et il ne faut pas d'enfants avant le mariage. Et finalement, on est passé à une autre morale qui est maintenant il faut. Et donc d'ailleurs, l'insulte suprême dans les cours de lycée, c'est d'être traité de puceau ou de pucelle. Toujours en fait, mais ça fait longtemps déjà. Mais ça ne le fait pas, quoi. Et donc, en fait, finalement, ce que nos jeunes entendent, c'est cette injonction à être libérés sexuellement. Et en fait, l'injonction, elle vient aussi d'un milieu dans lequel on vit. On est dans une société de consommation. Et cette société de consommation, elle repose sur la publicité. Et la manière de s'exprimer de la publicité, elle est injonctive. Et donc, vous voyez bien que cette pub pour des gâteaux, c'est « vous craquez déjà pour la nature, fondez pour la pépite ». Fondé. Et après, on passe à libérer la bête. Alors, c'est compliqué parce que nos enfants, nos ados, on essaie de leur dire sois raisonnable, gère tes émotions, gère tes frustrons, gère tes pulsions. Et toute la société, toute la publicité nous enjoint en permanence à céder, à craquer, à nous libérer. Alors il y a les messages, puis il y a les images évidemment auxquelles on est exposé finalement quasi quotidiennement. Exactement. Et donc au départ, les messages, les injonctions sont sur les produits qu'on devrait acheter, et puis après, ça va être sur de l'attitude. Et en fait, la publicité, elle utilise beaucoup le deuxième degré. Et si vous vous souvenez bien, tout à l'heure, je vous ai dit, l'enfant, quand il arrive au monde, il a tout à apprendre du monde. Comme il ne sait rien, lui, il est au premier degré. Mais nous, évidemment, on est des adultes, on est au deuxième degré, ça nous fait marrer. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir ? On voit cette pub pour Kinder Bueno qui dit « trop bon pour vous laisser le dernier ». Mais c'est quoi le message, en fait ? C'est tellement bon qu'on ne laisse pas à mamie le dernier Kinder Bueno. Mais ce n'est pas nos valeurs, c'est généralement pas nos valeurs. On a des valeurs de générosité, on propose le plat avant de se servir. Il y a toute une éducation qu'on donne à nos enfants et la publicité, elle le démonte. L'autre là-haut, le Yoplait, c'était c'est mon Yop, c'est la maman qui veut aller prendre le Yop dans le réfrigérateur et son fils le lui pique et le boit avant elle. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut transmettre à nos enfants ? Donc on a une publicité qui va au-delà, qui est contraire aux valeurs qu'on dit à nos enfants. Et puis après, ça passe sur les personnes. Et donc la liquidation totale de tous nos frisés, c'est la pub du site Adopte un mec. Moi, j'aimerais bien voir qu'on arrive à faire la même chose sur des femmes et on monterait tous au créneau. Alors, Adopte un mec, on rappelle, c'est un site de rencontre. C'est un site de rencontre, tout à fait. Et donc là, on a les femmes qui mettent les hommes dans le caddie. Parce que le principe de ce site de rencontre, c'est que ce sont les hommes s'inscrivent, mais ce sont les femmes qui vont prendre contact. Donc, homme-objet à câliner. Homme-objet à câliner. Et puis après, on passe au parfum. Et donc ça, c'est un parfum de Dolce & Gabbana. Et alors, étonnamment, c'était il y a une dizaine d'années, au moment où on a eu des tournantes dans des banlieues. Donc voilà. En fait, les gens, on reproduit ce qu'on voit. À droite, c'est le parfum Scandale. En soi, c'est pas dramatique. On peut comprendre le deuxième degré de ce parfum, le jeu. La question, c'est qu'une adolescente, elle le prend au premier degré. Et donc, elle va prendre au premier degré l'attitude ouverte, l'envie d'être scandaleuse, l'envie d'être critiquée. Mais en fait, quand même, j'ai pas très envie d'être critiquée. Et donc, tout ça brouille des messages. Voilà. Et ça, c'est une pub Perrier qui est passée il y a quelques années, au moment de Noël, aux heures de grande écoute, où on voyait les différents formats de bouteilles Perrier, avec cette main qui caressait délicatement la petite bouteille Perrier, petite bouteille qui grossissait, et qui finissait dont le bouchon finissait par sauter comme une éjaculation. Et d'ailleurs, la pub magazine était complètement explicite. Voilà, grande ou petite, du moment que j'en ai une, tout va bien. Heure de grande écoute. Et nous, évidemment, en tant que parents, on voit le truc marrant, on peut voir le truc marrant, on peut parfois s'agacer, mais en tout cas, on ne le prend pas au premier degré. Mais nos enfants, eux, comme ils vivent encore dans le premier degré, ils le prennent au premier degré. Et puis après, on a les influenceuses. Voilà, et donc ça, ce sont des photos prises dans un magazine féminin. Voilà, d'une star, je ne sais même plus son nom, elle est quelque chose, je crois. Donc ça, c'est les influenceuses très célèbres. Et puis là, il y a les petites influenceuses.
Et finalement, notamment celle de droite, la manière, la petite épaule dénudée avec la petite bretelle, c'est une attitude qu'ont aujourd'hui les jeunes filles. Et elles ne comprennent même pas quand on leur dit « Non mais remets ton pull ». Mais quoi, c'est pas un problème. Non, c'est pas un problème. Mais en fait, elles ne perçoivent pas que c'est une attitude sexualisée. Est-ce qu'il faut s'emparer des moments où on voit ces publicités dans les magazines ou quand on regarde la télévision où c'est Lou Vianney qui évoquait tout à l'heure, ou je ne sais plus qui a parlé à un moment de finalement ce qu'on voit dans les séries. Parfois, c'est aussi très sexualisé. Est-ce que quand on est parent, qu'on a envie d'aborder ces sujets-là, est-ce qu'il faut s'emparer de ces moments-là pour le faire ou pas? Lou Vianney disait tout à l'heure, il faut créer le climat aussi pour en parler. Est-ce que ça peut être un des moments et des choses auxquelles on peut s'emparer pour en parler? Vous voyez, là, je vous ai apporté un sac. On a l'impression qu'il est vide. Peut-être magicienne? En fait, il n'est pas vide. Il n'est pas vide, il y a de l'air dedans. Et c'est pour vous dire, la nature a horreur du vide. Et si nous, les parents, nous ne parlons pas à nos enfants et nous ne réagissons pas à toutes ces scènes, nos enfants prennent ces scènes au premier degré. Et en fait, les animateurs de télé, de radio, les stars, eux, ils n'ont aucun scrupule à transmettre ce en quoi ils croient. Ils transmettent leur message. Et si nous, les parents, on ne dit pas « Non, mais arrête, franchement, c'est de la blague, ce truc, c'est pas la réalité », mais en fait, nos enfants, ils ne savent pas. Et je pense notamment quand on regarde des films, moi j'aime bien les films policiers, c'est un peu à la mode, et moi j'adore les films policiers où on voit la dame policier qui a sa petite tenue, petite robe, petit décolleté, et on a envie de dire à nos enfants, tu crois vraiment que les femmes policiers, elles sont habillées comme ça là pour courir après les délinquants? Tu penses qu'ils vont la prendre au sérieux? Aider à décrypter. Bliss, vous voulez réagir? Oui, je voulais juste réagir par rapport à ça et donner mon avis. Je pense là-dessus, il faut aussi se poser des questions en tant que parent, en tant qu'adulte maintenant, pour moi. C'est que ces images-là qu'on a vues, qui sont sexualisées, moi j'ai fait mes études dans la mode, donc le marketing, j'en ai vu. Et c'est pas la première fois, c'est pas nouveau. C'est depuis des années et des années et des années, quand vous étiez ado, quand vos parents ont été ados, les marketing, les images étaient quand même sexualisées. Il y a des choses qu'on accepte tout à fait aujourd'hui. Par exemple, là, moi, je monte ma cheville. Il y a 100 ans, c'était scandale. Il y a des choses qu'on accepte. Il y a des choses qu'on devrait accepter, mais il faudrait aussi se poser la question, justement, comme vous disiez, on voit ces choses-là. La policière qui est toujours en jupe, ce n'est pas normal. Et il faudrait aussi se poser la question, les choses que vous prenez aussi pour normales, qui sont sexualisées. C'est vrai que moi j'aime bien interpeller les parents d'enfants ou d'ados sur le maquillage. Aujourd'hui, c'est complètement admis de se maquiller, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que le maquillage, ça reproduit les signes naturels de désir. C'est-à-dire qu'une femme qui a du désir pour quelqu'un, elle va avoir les pupilles dilatées, elle va avoir les lèvres rouges, elle va avoir les ongles rouges et elle va avoir une odeur particulière. Et donc finalement, quand on se met du mascara, quand on se met du rouge à lèvres, c'est pour imiter ces signes de désir. Alors évidemment, vous allez me dire, non mais aujourd'hui, c'est pas du tout pour ça qu'on fait ça, on fait ça parce qu'on pense qu'on est plus belle en faisant ça. Ça pose plusieurs questions, ça pose déjà la question de pourquoi on serait plus belle en étant comme ça et pas au naturel. Et la deuxième question, c'est que, comme on l'a vu tout à l'heure, on a un cerveau archaïque derrière notre cerveau, là, derrière notre tête, qui, lui, est programmé pour la reproduction de l'espèce humaine. Ce cerveau-là, il est différent du cerveau pensant qui pense et qui compare, qui analyse, qui réfléchit, qui est humain. C'est vraiment notre cerveau le plus évolué. Notre cerveau archaïque, lui, il réagit en homme de Cro-Magnon. Et donc, le cerveau archaïque d'un homme, quand il voit la pupille dilatée, les lèvres rouges, lui, ce qu'il entend, c'est « Waouh, elle en pince pour moi, et donc je peux y aller ». Alors, c'est pas grave, quand on est une femme adulte, on est capable de réagir, de répondre, de dire « Non, merci monsieur, je ne suis pas intéressée ». Mais quand on est une jeune fille qui est en train de tester sa séduction, et en fait, le problème de nos ados, c'est qu'ils ont un corps qui ressemble à un corps d'adulte, mais ils ont encore un cœur d'enfant et un cerveau d'enfant. Donc, le rôle des parents, c'est de faire en sorte que nos enfants ne soient pas dans des situations qu'ils sont physiquement ou psychiquement pas encore en capacité de gérer. Bliss, vous voulez réagir? Je voulais juste vite fait donner un exemple peut-être un peu plus vulgaire. Le fait de s'épiler le maillot, à quel moment on n'a pas de poils? Là, quand on est jeune fille.
quand on est un enfant, c'est vrai. Donc oui, bien sûr, on a le droit de s'épiler si on veut, mais c'était juste pour donner aussi cette image pour des choses plus sexuelles, vu que c'est pour ça qu'on en parle, que oui, justement, il y a une raison que notre cerveau réagit comme ça, c'est aussi par rapport à la fertilité, mais de nos jours, ce n'est plus un enfant de 12 ans qui va avoir des enfants. C'est vrai. Et tout à l'heure, je ne sais plus, quelqu'un disait quand est-ce qu'on peut... vous avez plusieurs fois dit les parents ne font peut-être pas leur travail, ne parlent pas suffisamment. Qu'en fait, quand on parle des parents qui sont les premiers éducateurs, c'est pas tellement qu'on serait plus compétent que les autres. Franchement, on n'est pas plus compétent, on est peut-être beaucoup moins compétent qu'un bon éducateur spécialisé qui a une super formation. Mais les parents sont les premiers éducateurs parce que c'est eux qui vont connaître l'enfant le plus longtemps dans sa vie. Que dans 98% des cas, ils aiment leur enfant, donc ils ont envie du meilleur pour eux. Et qu'en fait, vouloir éduquer un enfant, c'est vouloir le mieux pour lui. Voilà. Et donc, on est prêt à se battre pour nos enfants. C'est pour ça qu'on est les premiers éducateurs de nos enfants. Alors, et la question a été posée tout à l'heure, à partir de quel moment on peut aborder ces sujets-là. Marie et Louis Vianney, je crois qu'il faut que vous partiez, c'est ça ? Je terminerai juste pour dire, nous on aime bien dire chez We're Lovers qu'il vaut mieux que vous en parliez maladroitement que pas du tout. Voilà, vous êtes des parents, donc vous êtes maladroits, vous n'êtes pas des spécialistes, mais c'est pas grave, parlez-en avec simplicité en fait. Merci. Louis Vianney et Marie, s'il vous plaît, qui sont venus témoigner avec nous ce soir. On va vous laisser nous quitter. On va en garder encore une petite dizaine de minutes maximum pour évoquer avec Karine la façon dont on peut aborder ces sujets-là. Madame posait la question tout à l'heure, à partir de finalement de quel âge on peut commencer à aborder ces sujets. C'est à la fois quand et puis surtout comment. Ouais. Parce que c'est pas facile de parler sexualité avec les enfants, non ? Non, c'est pas facile et c'est normal que ce soit pas facile même. En fait, parler sexualité avec son enfant, ça touche à un interdit fondateur dans nos sociétés, c'est l'inceste. Et donc, dans l'inceste, c'est poser des actes qui sont intrusifs et qui sont sexuels, mais on parle aussi de l'incestuel. Et l'incestuel, c'est un climat dans la famille où on ne va pas respecter l'intimité de l'enfant ou l'intimité des parents. Et du coup, cette éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, c'est un petit peu compliqué parce qu'on est sur cette ligne de crête de l'intimité et en même temps de l'éducation. Et donc, de quoi on parle et quand est-ce qu'on parle ? D'abord, la question dans la sexualité, c'est d'abord qui suis-je ? Et donc d'abord connaître son corps. Donc le rôle des parents, c'est d'abord d'apprendre à l'enfant à connaître son corps, à en prendre soin et à en prendre soin. Et connaître son corps, c'est pas aller farfouiller, c'est juste en même temps qu'on le lave, on lui explique et on utilise les bons mots. Alors justement sur les bons mots, là, Louis Vianney, je rebondis à ce qu'il disait à l'instant. Même si vous en parlez maladroitement, c'est pas grave, mais parlez-en. Mais en revanche, il faut quand même prendre soin des mots qu'on va utiliser aussi, parce qu'ils ont forcément un impact. Tout à fait. Et c'est vrai que les mots, ça dit quelque chose de ce qu'on nomme. Moi, j'aime bien faire l'exercice avec les ados, de leur dire si je vous parle d'une maison, d'une bicoque, d'un taudis ou d'une demeure, vous avez envie d'habiter où ? Jamais on m'a dit une bicoque ou un taudis. Si je peux juste ajouter, même moi, en connaissant pas les deuxième mots, le deuxième et le troisième mot, j'aurais dit demeure. Voilà. Et donc, dans notre vocabulaire, si on compare avec pardon, je suis un peu nerveuse. Si on compare avec le vocabulaire de l'alimentation, si on parle de se nourrir, s'alimenter, se baffrer, se goinfrer, déguster ou savourer, on ne dit pas la même chose. Et c'est pareil pour l'amour, en fait. C'est pareil pour les mots du corps aussi. Donc, apprendre à nos enfants, parler avec à nos enfants avec les bons mots et des mots qui sont positifs. Alors, parfois, quand on est un peu gêné, on a envie d'utiliser des gros mots parce qu'on a l'impression que ça fait un peu plus jeune, qu'on est un peu moins ringard, un peu moins réac. Mais alors, nos enfants n'attendent pas de nous qu'on ne soit pas ringard. C'est normal même qu'on le soit. C'est notre rôle. Il faut provoquer le moment de la discussion. Est-ce que finalement, là, les parents qui sont avec nous ce soir vont rentrer chez eux et puis il va y avoir une pub à la télé, on va avoir quelque chose d'un peu d'hyper sexualisé. Ils disent tiens, en fait, dis donc, j'aurais bien parlé pornographie avec toi. Ça. Non, voilà. Est-ce qu'on provoque ou est-ce qu'on attend le moment idoine et peut-être profiter de certaines choses que l'on voit à la télé pour le faire ? Moi, je pense qu'il faut saisir plein d'occasions dans la vie.
Vous êtes avec votre enfant en train de vous promener dans la rue, vous voyez une femme enceinte, c'est le moment de parler des bébés. Ou vous attendez vous-même un bébé, ou une nièce se marie, tiens, c'est l'occasion de parler de l'amour, de l'engagement. Une voisine, un voisin se fait larguer, c'est le moment de parler de la séparation, de la rupture, de combien ça fait mal. On voit une pub sur l'épilation, tiens, c'est l'occasion de parler de l'épilation. Enfin, tout est occasion en fait. Alors, faut pas non plus être collé dessus tout le temps, mais en parler légèrement en fait, naturellement, parce que tous ces sujets sont naturels. Bliss, parler sexualité avec ses parents, c'est facile ou pas? Non. Non, c'est pas facile. Moi, j'en ai pas parlé beaucoup ado avec mes parents. Encore moins avec mon père que ma mère. Mais je ne sais pas à quel moment ça a changé. Mais maintenant, je peux dire tout à ma mère si je le souhaite. Je ne dis pas tout à ma mère. Ouais. Est-ce que vous avez parlé d'amour avec vos parents? Oui. On a parlé, je pense. J'imagine, parce que sinon, j'aurais réagi différemment. Mais je pense justement ils ont fait ça, où ils ont parlé de ce genre de choses à plein de différents moments. J'ai jamais eu, en anglais on dirait the talk, le moment où ils me sont mis, la discussion formelle. Là, on va parler du sexe. On me l'a jamais fait. Pourtant, je comprenais bien ce que c'était. Après, en Angleterre, on a un peu plus de cours à l'école par rapport à ça. Mais je comprenais très bien parce que justement, ma mère, elle le fait toujours. Elle va dire ça c'est un peu trop sexuel sur un pub, ou elle va m'expliquer un truc, mais juste avec quelques mots. Et je pense qu'ils ont fait justement comme vous avez dit, et c'est pour ça que je me rappelle pas exactement de quel moment on en a parlé. En fait, parler sexualité avec ses enfants, c'est pas leur apprendre à mettre un préservatif sur une banane ou leur apprendre les positions du Kama Sutra. C'est pas du tout notre rôle. En fait, ce serait intrusif, ce serait gênant. Parler sexualité avec son enfant, c'est parler d'amour avec son enfant, c'est lui parler de la vie en fait, et c'est ça qui est important. Oui, mais alors il y a les mots de la sexualité. Je vais raconter une anecdote, mais ça reste contre nous. Hein. Ça ne sera pas sur les podcasts. Hein. Attention, je censure. Je parle d'un temps que Bliss ne peut pas avoir connu, puisque ça se passe il y a une 40aine d'années. Maman avait dans sa bibliothèque un bouquin qui s'appelait L'éducation sexuelle expliquée aux parents. Donc c'était un bouquin qui permettait aux parents de trouver peut-être les mots justes. Puis moi, curieux, je suis allé un jour dans la bibliothèque et je suis tombé sur le livre que j'ai commencé à feuilleter. Je ne sais plus tout à fait quel âge j'avais, mais j'étais un peu plus jeune qu'ado. Et puis je suis tombé sur un mot qui s'appelait masturbation. Et quand j'ai lu l'explication, je dois vous avouer que j'ai pas tout à fait compris. Et quand maman est rentrée le soir, elle avait à peine ouvert la porte, à peine quitté son imperméable, que je suis arrivé en disant « Maman, c'est quoi la masturbation ?» Alors elle n'a pas tout à fait réagi comme vous, hein, elle n'a pas rigolé. Voilà. Comment on parle de ces sujets-là? Parce que vous me dites, oui, ok, on parle de l'amour, j'entends bien, il faut parler de ça. Mais après, de tout ce qu'on voit et de tous les mots qu'on emploie, la masturbation, la pénétration, etc., comment on fait pour en parler avec des ados? D'abord, c'est les questionner, de dire « Ah, mais non, ça t'intéresse la masturbation, mais qu'est-ce qui fait que tu m'en parles maintenant ?» Puis ça laisse un peu 2 minutes pour... Voilà. Bien joué. Et puis si on n'est pas à l'aise avec le sujet, on peut lui dire « Écoute, je ne sais pas bien ce serait quoi ta demande, ce que tu voudrais savoir, ce serait quoi ? Ok, alors je prends note et je vais y réfléchir. Et puis si tu veux, on se retrouve demain pour en parler. » Et ça vous laisse le temps de... Et puis de vous renseigner. Moi, je pense que c'est important de ne pas être dans la diabolisation, de pas risquer de dire trop de il faut et des il faut pas. Et donc le problème de la masturbation, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on n'est qu'avec soi. Et le problème, une sexualité épanouie, c'est une sexualité qui est en relation. Donc l'idée, c'est pas de dire à son enfant « Ah là là, la masturbation c'est mal, mais ça va pas à la tête, ça va te rendre sourd, aveugle ou c'est horrible ». Non, en fait la masturbation c'est se caresser soi-même. Et donc c'est déjà apprendre comment son corps fonctionne. Et c'est pas grave de se masturber. Le problème, c'est si on ne fait que se masturber. Et donc à un enfant, à un ado, c'est juste lui dire « Tu as certainement envie d'apprendre à découvrir ton corps, et ton corps est beau ». Mais fais attention parce que quand on s'entretient trop tout seul, du coup, on s'isole. Et c'est un petit peu ce que nous disaient les témoignages de We Are Lovers. Bliss. J'aimerais juste rajouter, après c'est mon avis, mais si on parle hors de la pornographie, la masturbation, ça peut être quelque chose de positif.
de positif plutôt, parce que ça nous apprend aussi à connaître nos corps. Ouais, c'est ce que Et ceci, exactement, juste pour préciser vraiment, ceci est important après quand on arrive dans les relations où quelqu'un nous dit mais ceci est tout à fait normal, non mais c'est comme ça. Parce que là, on peut se dire bah non, parce que pour moi, j'aime pas ça. J'aime pas qu'on me touche comme ça. Et si j'aime pas, peut-être c'est pas normal. Du coup, de ne pas, justement, comme vous avez dit, de ne pas diaboliser, de ne pas dire ah bah ça il faut pas le faire, parce qu'ils vont quand même le faire, mais ils vont le faire cacher. Et quand ils ont un souci là-dessus, ou plus tard dans une relation sexuelle, ils vont pas vous dire. Donc, il faut vraiment, à mon avis, pareil, et je pense, éviter de directement réagir, surtout si c'est négatif. Et si vous avez réagi négativement, de venir et dire bah j'aurais pas dû réagir comme ça. En fait, c'est pas quelque chose de négatif. On a maintenant, Karine Trio, au collège et au lycée, depuis, et notamment obligatoire depuis la rentrée 2025, ce qu'on appelle les EVARS. Donc, Oui. l'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité. Alors, il y a plusieurs phases dans les EVARS. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont les parents peuvent s'emparer, pour le coup, pour aussi aborder ces sujets-là avec leurs enfants, puisque là, pour le coup, c'est une matière qui est enseignée Oui. à l'école. La sexualité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas une technique à apprendre, c'est pas une science, c'est une relation à construire. Et la sexualité, ce qu'on va vivre, la sexualité qu'on va vivre avec quelqu'un, elle est unique. C'est pas parce qu'on aura appris avec Paul à faire comme ceci que ça va être adaptable à Jacques ou à Gilles En fait, on est tous chacun tellement uniques que les gestes de l'amour, ils se construisent uniques avec une personne. Pour autant, la sexualité, le fait d'aimer, apprendre à aimer, ça, c'est quand même une notion de savoir sur le corps, sur les rythmes aussi. C'est important de comprendre que le rythme de la femme, c'est pas le rythme de l'homme. On n'est pas fait pareil. C'est une physiologie différente. Donc, en ce sens, apprendre, c'est la notion de connaissance, c'est intéressant. Mais en fait, aimer, c'est aussi et surtout du savoir-être. Ce savoir-être, c'est quoi ? C'est l'écoute de soi, l'écoute de l'autre, c'est à l'accueil de ses émotions, c'est la capacité à désirer aussi, c'est la capacité à gérer ses frustrations. Et ça, c'est compliqué parce que dans notre société de consommation, on a de plus en plus d'objets et donc, on gâte de plus en plus nos enfants qui, du coup, ont de moins en moins de désirs et qui, en même temps, ont de plus en plus de mal à accepter la frustration. Et franchement, si vous voulez vraiment préparer votre enfant à aimer, apprenez-le à être frustré et à supporter la frustration. Parce que dans la relation à l'autre, il y a tout le temps des moments où on est frustré. On n'a pas le même rythme, on n'est pas pareil. Moi, dans mon cabinet de conseil conjugal, le problème numéro 1 des couples qui viennent me voir, c'est pas la charge mentale, c'est pas la répartition des tâches, c'est l'altérité. Comment j'accepte que l'autre soit différent de moi ? Ce serait tellement pratique s'il pensait comme moi et qu'il voulait la même chose que moi au même moment. Bah oui, ce serait tellement moins intéressant, quoi. Je reviens à ma question. EVARS, les parents s'en emparent ? Et donc, EVARS, oui, les parents sont bien placés parce que apprendre les relations, ça s'apprend d'abord en famille. C'est en famille qu'on passe le plus de temps et le plus longtemps possible. Donc oui, les parents ont tout à fait leur place. La question, c'est de faire attention à la notion de pudeur, d'intimité. Je crois qu'il faut vraiment être dans l'émerveillement de nos enfants, l'émerveillement du corps, l'émerveillement de la relation. Et faire attention de ne pas banaliser les choses, parce que parfois, quand on est un peu gêné, et notamment cette discipline de l'EVARS, on peut l'aborder d'un point de vue très scientifique sans mots. En fait, vous savez que l'historique de l'EVARS, c'est la loi de 75 de Simone Veil. Parce que quand Simone Veil a fait voter cette loi sur l'IVG, elle voulait qu'il y en ait le moins possible. Et pour ça, elle voulait qu'il y ait une éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle pour que les gens puissent gérer leur contraception, gérer leurs relations, accueillir les enfants qui arriveraient éventuellement. Et puis dans les années 90, il y a eu le sida. Et du coup, ces deux événements-là, IVG et sida, font que l'EVARS, ça s'est d'abord vécu sur l'angle du attention. Attention aux bébés pas prévus, attention aux maladies sexuellement transmissibles, attention aujourd'hui aux agressions et aux problèmes de consentement. Sauf que notre cerveau, il entend mieux le positif que le négatif. Et puis surtout, il est réceptif au plaisir et pas au déplaisir.
Et donc pris dans le plaisir d'être amoureux, le plaisir d'être en relation, ben oui, d'accord, il y a bien un coin de notre cerveau qui sait qu'il faut faire attention aux bébés pas prévus et qu'il faut faire attention aux maladies et qu'un préservatif, ce serait quand même mieux. Mais en fait, pris dans l'élan du plaisir, eh bien parfois, on n'entend pas, on ne s'entend plus. Et donc toute l'éducation, on a tout intérêt en fait à éduquer nos enfants à avoir ce cerveau-là bien développé pour savoir désirer et être frustré et être en relation correctement. Alors, on vient de m'indiquer qu'on allait bientôt fermer l'espace, donc a priori, on va pas pouvoir passer notre dimanche ici. Enfin, je sais pas, on pourrait, mais ça va peut-être pas dans l'emploi du temps de tout le monde. On va peut-être prendre 2-3 minutes s'il y a des questions à poser à Karine Trio sur cette façon d'aborder la sexualité avec ses propres enfants. Bonjour, merci déjà pour votre intervention. C'est pas une question, mais plutôt un témoignage. Je trouve que c'est important de pouvoir aujourd'hui dire que les VARS, c'est quelque chose d'important aussi pour comprendre cette notion effectivement d'intime et d'estime, parce que le gros souci, c'est l'inceste. Aujourd'hui, dans des classes, à peu près sur 30 enfants, il y a un enfant sur 10 qui est victime. Et donc du coup, il y a des parents qui ont peur en disant « mais si on parle de sexualité à mes enfants, qu'est-ce qui va se passer ?» Mais avant toute chose, c'est pour les protéger que ces choses sont mises en place. Et dans un deuxième temps, le fait de pouvoir parler ouvertement à vos enfants, je pense que c'est leur offrir la possibilité de ne pas avoir des problématiques dans leur âge adulte sur leur sexualité. Moi, je suis sexothérapeute à Sartrouville et j'en rencontre tous les jours. Et même des personnes de certains âges qui me disent « mais on m'a pas parlé de sexualité aujourd'hui, je suis perdue ». Donc merci pour votre travail et merci à vous, futurs parents, de parler de sexualité à vos enfants. Et si vous avez des difficultés, sachez qu'il y a des ouvrages adaptés à tout âge aujourd'hui qui existent à la FNAC et dans plein d'autres. Merci. C'est vrai, et je voudrais rebondir là-dessus, c'est qu'en fait, quand on n'est pas très à l'aise pour parler avec ses enfants, on peut trianguler. Trianguler, ça veut dire passer par un média autre. Donc le média autre, ça peut être les livres, effectivement, c'est une très bonne idée. Maintenant, tous les livres ne diront pas ce que vous avez envie qu'ils disent, donc lisez-les avant. Et puis, moi, j'anime aussi je fais partie d'une association qui s'appelle Cyclo-Show XY France et qui anime des ateliers pour les adolescents. Donc Cyclo-Show, c'est pour les filles de 10-14 ans avec leur maman ou une femme adulte avec laquelle elles ont une relation. Et Mission XY, c'est pour les garçons de 11 à 14 ans avec leur papa ou un homme de leur entourage. Et ça, c'est un atelier pour découvrir les changements du corps à la puberté en présence de cet adulte de confiance. Et ça va permettre d'avoir un vocabulaire commun, de comprendre ensemble ce qui se passe dans le corps à l'adolescence et de créer un dialogue. Et ensuite, on va pouvoir rebondir après en s'appuyant sur cette journée. Merci. Il y avait question ou témoignage, madame ? Oui, merci. Effectivement, vous avez parlé de l'enfant-fille et l'enfant-garçon avec deux manières d'aborder la question. Est-ce qu'on peut parler de la même manière aux deux, quel que soit, on va dire, le sexe de son enfant ? Ensuite vient se greffer, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, l'objectivation de la femme, c'est-à-dire la femme objet, dans l'imaginaire d'abord des adultes, mais s'il est dans l'imaginaire des adultes et qu'il est sur les réseaux et Internet, il se transmet à nos enfants, qu'on le veuille ou non. Donc, première chose, est-ce que c'est volontaire d'avoir séparé les filles et les garçons pour les initier à la sexualité ? Première chose. Je sais que dans des écoles, il y a des troncs communs où il y a des filles et des garçons et des prises de parole, notamment dans des écoles très connues de Paris où ça se passe extrêmement bien. Il y a des témoignages et des documentaires qui sont faits et où on voit que quand on donne la parole et qu'on se respecte et qu'on s'écoute, parce qu'aujourd'hui on ne s'écoute plus. C'est un petit peu aussi ça le problème, c'est que chacun prend la parole et a l'impression que c'est lui qui a raison et les autres, peu importe, c'est d'abord moi et ma satisfaction comme vous l'avez abordé tout à l'heure. Donc je voulais avoir peut-être votre réflexion sur ces points et surtout la question, est-ce qu'on distingue l'éducation d'un garçon et d'une fille ? Évidemment, il y a des spécificités, on comprend bien, physiologiques, mais est-ce qu'au-delà du physiologique, il y a des spécificités qui expliquent qu'on leur parle de manière séparée ? Alors, je voudrais d'abord revenir sur... vous savez, quand le bébé vient au monde, sa devise, ça pourrait être « tout pour ma pomme ». Un petit bébé, quand il vient au monde, il est programmé pour sa survie personnelle. Et pour ça, eh bien, il pense d'abord à lui. Et c'est l'éducation qui va nous apprendre à nous décentrer de nous et à faire passer l'autre avant nous. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plusieurs termes. C'est marrant parce que le mot « aimer » en grec, il a 4 sens. Il a 4 mots.
Je vais essayer de les retrouver. Aimer, en grec, c'est... Il y a d'abord storgé. Storgé, c'est l'amour hérité, l'amour qu'on reçoit de sa famille. Et puis, donc, celui qu'on n'a pas mérité, finalement. Ensuite, il y a philia, c'est l'amour amitié, c'est l'amour dans la réciprocité. Ensuite, il y a Eros. Eros, c'est l'amour qui désire, c'est l'amour qui prend. Et le plus haut stade de l'amour, c'est agapé, c'est l'amour qui donne, l'amour généreux. Je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Alors voilà, juste pour dire que l'altérité, que aimer quelqu'un, ça s'apprend. Donc ça, c'est vrai, ça s'apprend et ça s'apprend graduellement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi on sépare les garçons et les filles ? Aujourd'hui, on a une espèce de norme de la mixité où il faudrait à tout prix, pour mieux se comprendre, être toujours tous ensemble, garçons et filles mélangés. Mais c'était très intéressant dans les années 70 parce qu'il y avait encore des écoles de filles, des écoles de garçons. Aujourd'hui, où les enfants sont en mixité depuis le plus jeune âge, ils ont soif de moments entre eux. Et à l'adolescence, où le corps change, et ce qui est assez inconfortable pour eux, ça leur fait du bien d'être entre filles ou entre garçons. C'est pour ça que ces ateliers cyclo-show, émission XY, ils sont entre filles et entre garçons. Après, est-ce qu'il faut parler différemment à son fils, à sa fille ? Je pense qu'il faut parler différemment aux enfants en fonction de leur caractère et de la complicité qu'on a avec eux. Je pense que c'est quand même important que ce soit le parent de même sexe qui parle à son enfant. Ça favorise la relation. Donc c'est important que les papas prennent leur part aussi. Ce serait bien. Eh bien, ce sera le mot de... Ah, non. Alors, le quasi-mot de la fin, et ensuite je passe la parole à Emmanuel Aubrin, parce qu'il faut vraiment qu'on libère la fin. Je pense que ça va être c'est très présomptueux ce que je vais dire, un très bon mot de la fin. Mais juste parce que je pense que ça devait être prévu, mais qu'on n'a pas eu le temps, et par rapport à la question filles, garçons et tout ça, s'il y a quand même quelque chose qui est censé être aussi commun, c'est le mot de consentement dont on n'a pas trop parlé. Vous l'avez mis un petit peu en transe tout à l'heure avec la femme objet et toute cette question-là. Je pense qu'on n'a pas attendu le porno pour que la femme soit femme objet, hein, parce que avant mai 68, la femme, elle était quand même là plutôt pour satisfaire l'homme. Hein. Enfin, je veux dire, on se posait pas trop la question, et la femme encore moins, de savoir si elle avait le droit à ses plaisirs, à ses désirs et à l'équité dans le couple par rapport à la sexualité. Donc je ne sais pas si le porno, pour moi, n'a pas forcément transformé ça en tout cas. Mais que s'il y a quelque chose à bien transmettre à nos filles et à nos garçons, et que c'est de part et d'autre, c'est la question du consentement et du respect de la volonté de l'autre dans la relation amoureuse ou pas d'ailleurs. Voilà, pour le mot de la fin. C'est tout à fait intéressant, mais pour consentir, il faut avoir un cerveau là, bien développé. Et on a vu tout à l'heure, dans la première table ronde, combien à l'adolescence, en fait, cette partie du cerveau, elle n'est pas terminée. Et du coup, c'est toute la question, en fait. C'est bien joli, le consentement. Mais quand on a 14 ans ou 15 ans, qu'on se fait draguer par le mec le plus mignon du lycée, et qu'il y a toutes les copines qui te disent « Oh, mais vas-y, c'est juste dingue !» C'est difficile de consentir, d'être vraiment clair avec ce qu'on veut. Et je veux quoi ? Je veux juste qu'il m'aime ? Je veux une relation sexuelle avec lui ? Je veux quoi ? C'est difficile. Donc, il faut faire attention à l'âge et à la maturité de nos enfants. Allez, le mot de la fin, il sera pour Bliss. Très très rapidement, juste pour revenir à la question suivante, précédente. J'aimerais juste dire, moi je pense qu'il faut parler un peu différemment aux garçons et aux filles, parce que la vie et le monde n'est pas fait pareil pour les deux. Et pour le consentement, moi comme je l'ai appris, c'est très anglais, mais il y a une vidéo là-dessus. Mais le consentement, c'est comme une tasse de thé. On peut changer d'avis, on peut dire non, on peut dire oui, on peut... plein de choses, mais voilà. Voilà, la tasse de thé. Bliss et Karine Trio, s'il vous plaît.